Ok, bonjour à tous. Salut Christian. Salut! Tous ceux qui rejoignent la chaîne, je m'appelle Jérémy, je suis naturopathe et aussi on est sur une chaîne où on parle de santé, nutrition et de tout ce qui va tourner autour des méthodes de santé naturelle. Donc aujourd'hui, on est avec Christian. Donc Christian, je vais te laisser le soin de compléter ta présentation, mais je peux déjà dire des choses que je sais sur toi. Donc tu es un ancien militaire des forces spéciales suisses. Tu es diététicien, si je ne me trompe pas. Donc Nutritionniste, nutritionniste, pardon. Qui est t'es un professionnel de santé, c'est bien ça? c'est juste. Très bien. Tu as une chaîne YouTube, un compte Insta et un site web. On peut te retrouver sous le nom de Nutrivore, qui est un mot que j'ai trouvé très intéressant, très parlant. Donc voilà, tu écris des articles de blog sur ton site. Du coup, tu as des patients. Tu suis, à mon avis, des gens qui viennent avec des problématiques diverses et variées. Et donc, ce qui m'a intéressé chez toi, c'est ton intérêt un petit peu pour voilà, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'alimentation ancestrale, mais en réalité, c'est tout ce qui va tourner autour de ce mode de vie-là. Et comme moi, ayant fait ma formation de naturopathe en Suisse, là récemment, bah voilà, j'essaie de me connecter aussi avec des thérapeutes suisses qui partagent un petit peu cette vision. Donc, j'étais bien content de trouver ton contenu et ta chaîne. Par rapport à tout ça, est-ce qu'il y a quelque chose déjà que tu aimerais compléter au niveau de ta présentation, que les gens sachent de toi? Ouais, je pense que t'as fait bien le tour là, tu as dit le principal. Hem, Moi, c'est vrai que j'ai découvert ta chaîne quand tu m'as contacté aussi. On va peut-être en parler, mais j'ai assez peu, en fait, fouillé le côté francophone, de ce qui se fait, pour différentes raisons. Je suis beaucoup parti sur, le côté anglophone, parce que c'est là que tu retrouves pas seulement les anglo-saxons, mais un peu tout le monde, hein. Puis quand tu cherches du contenu un peu plus à la pointe, c'est un peu là-bas que tu vas. Et puis j'étais, surpris en bien, en fait, de la qualité des contenus qu'il y avait sur ta chaîne. J'ai découvert, alors j'ai pas eu le temps de passer tout en revue, mais j'ai écouté quelques, interviews, il y a des gens très intéressants, c'est vraiment super, quoi. Bah, merci. J'essaie toujours de donner la parole à des gens qui ont des choses intéressantes à dire. Et justement, ce que j'essaye sur ma chaîne, c'est de pas toujours un petit peu donner la parole aux mêmes. Parce que on va en parler tout à l'heure, hein, tout ce qui est cétogène, carnivore, etc. Ça fait parler beaucoup. Et on n'est pas toujours d'accord sur tout. Mais je pense que l'important, c'est voilà, d'un petit peu parler avec tout le monde pour pouvoir faire émerger la vérité. Du coup, moi, il y a une première question que je voulais te poser, c'est pour les gens un petit peu pour qu'ils apprennent à te connaître, pour qu'ils sachent un petit peu. Moi, j'aime bien savoir d'où les gens parlent, d'où ils viennent. Je pense que ça en dit pas mal déjà sur eux. Moi, je voudrais connaître un petit peu ton parcours avec la santé. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à toutes ces choses-là aujourd'hui? Ouais, c'est un parcours, un peu atypique, un peu spécial. C'est vrai, quand j'étais plus jeune, je m'intéressais assez peu, aux détails de la santé. J'ai toujours fait du sport, mais je le faisais un petit peu, ce qu'on appelle à l'agricole chez nous, donc sans vraiment, chercher à être très, perfectionniste ou à voilà, c'était vraiment du basique. Hem, j'ai pratiqué beaucoup de sports, mais aucun sport à haut niveau, on va dire, et puis, j'ai dû commencer en fait à m'entraîner un peu plus sérieusement quand j'ai voulu, réaliser la sélection pour les forces spéciales, parce que là, il faut quand même, se calmer un petit peu sur les sorties avec les potes le week-end et puis, faire les choses un peu plus sérieusement, on va dire. Donc, c'est un peu de là que je viens, et puis, ben, durant mon parcours, dans les forces spéciales, ben, forcément tu découvres plein de choses. Il y a des gens très intéressants qui connaissaient beaucoup plus de choses que moi sur, la santé, sur le sport. Ça m'a ouvert un peu l'esprit sur toutes ces choses-là, ça m'a beaucoup intéressé. Puis je voulais faire une formation en fait, pour, l'après, donc ma reconversion professionnelle, parce que quand tu vas avoir une famille, c'est pas un boulot qui est hyper compatible avec ça, c'est quand même la réalité. Et puis du coup, une des possibilités que j'avais, c'était de me reformer en fait dans, la nutrition. La physiologie ou on va dire la santé humaine, la performance, ça m'intéressait beaucoup et puis à l'époque là, il y avait assez peu de formations qui étaient accessibles en ligne. C'était encore l'avant covid. Il y avait assez peu de trucs en ligne et puis il y avait une formation en Suisse, reconnue par les assurances, de nutrition. Puis ça Hmm. me bottait quand même pas mal et puis ça a été, ouais, assez une révélation parce que finalement, on allait assez loin, enfin assez loin, modestement, mais dans la nutrition, tu touches un peu à tous les systèmes, du corps humain, donc ça te donne une bonne vision d'ensemble sur l'anatomie, la physiologie, puis ça m'a beaucoup intéressé. Heu, donc c'est un peu comme ça que je suis arrivé à la nutrition. Évidemment, j'ai appris la nutrition de base, telle qu'on l'apprend, en Occident.
Donc j'ai fait un peu les trucs standards, on va dire, au début, avant de me rendre compte que ça marchait pas très bien. Les modifications que je faisais sur moi, elles amenaient pas vraiment les résultats que je voulais. En fait, plus j'appliquais ce que j'apprenais ou enfin ce que j'apprenais, j'ai eu la chance aussi d'avoir un prof qui était assez ouvert et qui nous présentait plusieurs sons de cloche, donc c'était quand même bien. Mais on va dire que tu sais, tu es quand même sous l'influence, hein, un peu de la presse santé, de tous ces trucs et plus j'allais dans cette direction, je commençais à utiliser beaucoup d'huile végétale, je commençais à utiliser tous ces super aliments qu'on nous vend partout, beaucoup de compléments alimentaires. Et ça allait pas dans la bonne direction, en fait. Je commençais à avoir, bah, tu vois, type un peu léger eczéma ou démangeaisons un peu partout, alors que ça m'arrivait jamais avant. J'avais aussi une baisse d'énergie, vitale, générale, j'avais l'impression. Alors au début, tu te dis: «Bon, ouais, j'ai plus 20 ans, quoi», mais tu en as quand même 28 à ce moment-là, c'est quand même Hmm. pas très net. Puis au fil des années, j'avais beaucoup d'inflammations qui venaient dans les coudes, les épaules, et cetera. Alors j'ai toujours eu un terrain assez inflammatoire au niveau articulaire. C'est un peu, mon fardeau à moi, on va dire. On a tous, hein, des faiblesses comme ça. Chez moi, ça se manifeste vite par l'inflammation articulaire. Alors il y a des choses pires que ça, donc je vais pas me plaindre. Mais je pensais aussi que c'était l'usure parce qu'après, ben, quand tu fais un métier comme ça, à l'armée, c'est clair que ton corps, il ramasse un peu, on va dire. Donc tu te dis: «Bon, c'est un peu normal d'avoir un peu les épaules enflammées, les coudes enflammés de manière régulière». C'est aussi, l'usure, le vieillissement et puis en fait, quand j'ai fait vraiment des changements alimentaires, assez drastiques, où je me suis tourné vers l'alimentation ancestrale qui m'appelait un peu naturellement parce que j'aimais bien tout ce qui était, histoire, au long cours de l'humanité, bah, ces problèmes inflammatoires, ils ont disparu et là, ça fait, plus d'une année où j'ai plus du tout d'inflammation articulaire alors qu'avant, c'était systématique. Dès que ça partait d'un endroit, ça se retrouvait dans une autre épaule, l'autre coude ou bien la cheville ou le tibia. Dès que je forçais un peu pendant trop longtemps au sport, il y avait quelque chose qui s'enflammait et maintenant, c'est plus le cas, donc c'est assez intéressant, de ce point de vue. Donc voilà un petit peu mon parcours en fait, qui m'a amené vers, ce qu'on appelle l'alimentation ancestrale. Donc c'est voilà, c'est un cadre, hein, l'alimentation ancestrale. Il y en a plusieurs qui se mettent dans ce cadre. Il y a plusieurs types de diètes. J'ai envie de dire, il y a des choses très différentes là-dedans. Et puis moi, j'essaie de pas être trop dogmatique aussi, même si c'est pas toujours facile, hein, de pas l'être, mais d'essayer de garder un peu une vision générale parce que je me suis aussi rendu compte que bah, ce que je pensais être correct il y a quelques années, à l'issue de ma formation, j'ai remis beaucoup de choses en question et probablement que je vais encore en mettre sur mon parcours. Euh, donc voilà un petit peu pour le parcours. Hmm. Du coup, je vais rebondir là-dessus. Euh, Sur ce moment où on applique un petit peu ce qu'on pourrait appeler le chemin présenté devant nous qui devrait nous amener vers la santé, donc un petit peu ce qu'on pourrait appeler les guidelines officielles, hein, si je puis dire. Et justement, on voit que ça ne fonctionne pas, on voit qu'il y a, il y a, il y a quelque chose qui cloche. Après, moi, personnellement, de mon côté, je suis parti dans des choses quand même beaucoup plus extrêmes en termes de régime que tu vas retrouver en naturopathie. Donc des trucs, tu vois, végétarisme, végétalisme, etc. Alimentation crue aussi pendant quelques temps. Et donc ça, moi, c'est des choses personnellement qui m'ont beaucoup impacté, qui ont beaucoup impacté ma santé, qui m'ont fait me rendre compte sur le terrain qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et du coup, voilà, quand je suis descendu à un niveau qui était tellement bas que je me suis dit, c'est pas possible, il y a quelque chose que je fais pas correctement. Et après, bon, évidemment, quand tu te rends compte de ce petit truc, bah voilà, voilà, nous, je pense que si on est ici aujourd'hui, c'est qu'on est des gens qui aiment chercher. Et du coup, quand tu cherches, au bout d'un moment, tu trouves. Donc forcément, tu tombes sur toutes ces alimentations un peu type ancestral, peut-être d'abord le paléo, le cétogène, puis le carnivore, puis le GAPS, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et puis après, petit à petit, tu remontes et tu commences voilà, à t'ouvrir à tout un nouveau monde. Donc moi, ce que je voulais savoir par rapport à toi, c'est moi là où j'ai plus eu une approche, on va dire, par les milieux naturopathiques traditionnels. Toi, j'aimerais savoir quels sont les ouvrages, quels sont les auteurs, quels sont les livres qui t'ont fait découvrir ce monde-là et aujourd'hui, quels sont les... Tu pourrais donner par exemple quelques noms comme ça pour dire de qui tu t'inspires. Ouais, bon alors tout au début, pendant la formation de nutrition, on avait été conseillé de consulter l'ouvrage de Seignalé, Ouais, le français, qui parlait d'alimentation hypotoxique et puis qui c'est peut-être un des premiers, en tout cas dans le monde francophone, à avoir utilisé un peu l'appellation, ancestrale, on va dire. Ça m'a intéressé, il y avait des concepts intéressants, il y avait ouais. des choses qui sonnaient faux à mes oreilles quand même là-dedans.
Je savais pas exactement pourquoi à ce moment-là. Mais disons que ça a été la première porte. Ensuite, j'ai découvert, à travers de certaines recherches que je faisais pour mon travail de diplôme que j'ai fait sur l'acide aminé glycine que tu trouves dans le collagène, j'étais tombé en fait sur, je crois Julien Venesson, il s'appelle, qui est Ouais. aussi français, qui parle pas mal de ça, qui a des contenus très intéressants là-dessus. Et de là, en fait, je suis parti carrément sur le côté anglo-saxon avec Weston Price, Ouais. donc vraiment l'alimentation ancestrale, et puis aussi avec un peu Chris Masterjohn, qui est un professeur de nutrition, biologie américain, et qui travaillait pour la fondation Weston Price à cette époque-là, et qui avait écrit pas mal d'articles. Et puis là, ça m'a ouvert tout un monde un petit peu alternatif à ce qu'on Hmm. apprenait de base en fait en nutrition. Donc ça, c'est vraiment les débuts. Et puis à cette époque-là, bah, comme j'écoutais un peu ce que Chris Masterjohn faisait, que je lisais un peu des trucs sur la fondation Weston Price, j'ai entendu parler de gars comme Paul Saladino, qui était carnivore à cette époque. Puis c'est vrai que Hmm. le premier réflexe que tu as quand tu viens de finir une formation, pourtant j'avais déjà dérivé un petit peu, mais quand tu entends parler de ces choses-là, tu te dis, ouais, bon, le type, il délire, tu vois, je veux dire, enfin, Ouais. c'est tellement loin. Enfin, j'avais un peu ce réflexe de rejet de base, en fait. Ouais. Euh, mais en fait, il y a des petites graines qui ont été semées, et puis plus tard, je me suis quand même dit, parce que je me suis rendu compte que des choses que j'avais appris étaient pas forcément correctes, et puis il y avait un peu plus à fouiller. Je me suis dit, mais bon, je vais quand même aller confronter mes certitudes et puis écouter ces gens. Et puis du coup, j'ai un peu pris la décision de prendre. Si tu veux, j'ai beaucoup d'auteurs ou de médecins qui m'influencent, entre guillemets, ou qui Hmm. m'influencent. Je vais vraiment chercher l'information sous un panel très large parce que je pense que c'est important de confronter ces certitudes euh, d'une manière assez large. Hmm. Et du coup, je vais autant aller sur des carnivores ultra dogmatiques comme Bart Kay, par exemple, Ouais. euh, qui a un extrême, et puis je vais aussi écouter des débats avec des docteurs véganes anglo-américains Hmm. pour confronter ces idées. Donc il y a tout Hmm. ce spectre. Euh, donc qui c'est qui m'influence? Un peu tous ces gens. Ça ne veut pas dire qu'en fait j'adhère à tout ce qu'ils disent, mais il y a toujours quelque chose d'intéressant à apprendre. Il y a toujours des pistes de réflexion. Tu vas toujours apprendre quelque chose. Tu vas toujours te dire, ok, bon, là il dit un truc, ça me paraît pas très logique, mais bon, il a l'air d'être sûr de lui. Je vais quand même aller fouiller. Si ça t'intéresse, après, tu vas écouter une autre personne qui a un autre avis sur le même sujet. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a énormément d'experts dans ce domaine, des gens très intelligents, tous beaucoup plus intelligents que moi. Et quand ils fouillent ces domaines-là, ils ne sont pas d'accord les uns avec les autres. Donc, c'est quand même Hmm. plus compliqué que ce que ça en a l'air. Du coup, aujourd'hui, ben, je vais écouter, comme je te dis, de Bart Kay jusqu'à certains véganes, en passant. Alors, ceux que j'écoute souvent, on va dire, euh, du côté carnivore, j'aime bien écouter des mecs comme Anthony Chaffee ou Sean Baker, qui sont. Alors, Chaffee est quand même pas mal dogmatique, mais quand même beaucoup moins que Bart. Ouais. Sean Baker l'est déjà beaucoup moins. Je trouve qu'il est plus nuancé. Il est capable aussi de dire, bon, pour moi, ça marche bien. J'ai l'impression que c'est ce qui est le mieux, mais je suis pas sûr. Et Donc, c'est je une te coupe approche juste, il y intéressante. a 2 jours, Sean Baker, elle a sorti une vidéo où il disait qu'il avait rajouté 100 grammes de fruits pendant une période pour voir ce que ça faisait. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. En tout cas, je trouve qu'on le voit beaucoup plus chez les Américains. C'est quand même cette ouverture d'esprit au débat. Tu vois, par exemple, Sean Baker, tu te dis, le mec, tu vois ses vidéos, il se tape des entrecôtes tous les matins. Tu te dis, ce mec-là, il est extrémiste. Mais tu vois, il accepte quand même, tu vois, de faire des tests, tu vois, en remettant des fruits, par exemple. Je trouve que c'est une belle preuve d'ouverture d'esprit. Et tu parlais de Saladino tout à l'heure. Saladino, il fait des débats avec des médecins qui font la promotion du cétogène, du carnivore. Il a même fait un débat avec Cyrus Gambata, tu vois, qui est un autre médecin américain qui, lui, il propose carrément une méthode pour dompter le diabète à base de, principalement sur les glucides, en fait. Ce qui va totalement à l'encontre de ce que peut faire, par exemple, une startup comme Virta, qui, eux, par exemple, sont une startup américaine qui veulent renverser le diabète de type 2 avec du cétogène, mais à base de produits animaux. Donc, c'est vraiment Bien sûr. intéressant ce que tu dis dans le sens où, en fait, quand des gens très intelligents et très qui apportent quelque chose de pertinent, ils ont forcément une part de vérité dans leur discours. Et c'est ça que je trouve intéressant chez les Américains, c'est qu'ils bon, ils sont déjà en avance, mais ils ont aussi cette ouverture d'esprit, c'est peut-être un peu dans la mentalité américaine, qui est de se parler les uns aux autres, même s'ils ont, ils ont des visions au final qui sont très différentes sur ce qu'il faut faire concrètement. Donc désolé de t'avoir coupé, mais c'était, je trouvais ça Ouais. intéressant, du coup, ce que tu disais par rapport
à Baker, Ouais, quoi. clairement, j'ai vu que Sean Baker a ajouté pendant une semaine 100 grammes de fruits ou de glucides à partir des fruits. Je crois qu'il n'y a personne qui a vraiment compris exactement ce qu'il en était. Je crois que c'était pour un test vis-à-vis des Lean Mass Hyper Responder, là, pour voir si son cholestérol descendait en une semaine. Enfin bref, Ouais, on va pas aller dans ce terrier de la lièvre maintenant. Euh, Après, ben, d'autres, tu as parlé de Saladino, c'est aussi quelque chose quelqu'un que j'écoute beaucoup, sans pourtant pour autant adhérer complètement à ce qu'il explique. D'autres personnes que j'écoute, c'est par exemple Suresh Kirvakhtar, je crois que je le prononce juste ou faux, peut-être. C'est un médecin australien qui était aussi carnivore jusqu'à il y a peu, et puis maintenant qui a une approche avec un petit peu de carbs, on pourra en reparler, beaucoup ouais. moins que Saladino. J'écoute aussi le docteur Rob Sives, le Carb Addiction Doc. J'aime assez écouter cette personne. Je trouve qu'il offre aussi des perspectives vachement intéressantes, même si je ne suis pas d'accord de nouveau sur la totalité. Puis après, je vais aussi à l'opposé un peu du tableau. Enfin, l'opposé, c'est pas vraiment l'opposé, mais sur des mecs comme tu as du côté de Ray Pitt. Donc, bon, Hmm, Ray Pitt, malheureusement, est décédé, mais d'autres gens qui ont repris un peu son flambeau. Tu as Georgi Dinkov, des gens comme ça, qui sont assez éloignés finalement de ce que je pense moi, mais qui ont toujours des aspects super intéressants au niveau de la biochimie et ce genre de choses. Donc ouais, je reste vraiment ouvert à ces questions. Et après, j'aime beaucoup écouter des gars comme Brad Marshall ou comme Peter Dobromielski, qui a le blog Hyperlipide. Après, c'est des gens où il faut vraiment s'accrocher, il faut avoir un très bon bagage, je dirais, en biochimie, parce que ça va très loin au niveau cellulaire et tout, mais c'est vraiment là qu'il y a des réponses fondamentales. hmm, Et de plus en plus, j'aime aller chercher comme ça dans la matière. Donc tu vois que c'est assez large en fait. Je vais écouter vraiment des discours très variés, des débats. J'aime bien aussi Tucker Goodrich sur tout ce qui est acide linoléique, huile végétale, tous ces aspects-là. Je pense que c'est un hmm, des plus hauts points à ce niveau-là sur la toxicité des huiles végétales. Et je vais typiquement écouter des débats qui mènent avec des gars qui sont complètement opposés à ces idées pour aussi voir, OK, qu'est-ce qu'il y a en face en fait. C'est hmm, super intéressant. hmm. Ok, super. Ben, parfait. Comme ça, les gens auront un petit peu des noms, un peu, pour aller aussi se documenter par eux-mêmes. Parce que comme tu disais, sur la sphère francophone, bon, c'est vrai qu'il y a pas grand-chose, quoi, malheureusement. Ok. Du coup, une première question, donc ben, un sujet un peu explosif. On va parler des glucides. C'est vrai que moi, en ce moment, je trouve qu'il y a une tempête cétogène qui s'abat un petit peu sur, en tout cas, en France, j'ai l'impression. C'est vraiment quelque chose qui, même si c'est là depuis quand même depuis longtemps, hein, mais en ce moment, il y a quand même beaucoup, beaucoup de contenu par rapport à ça. Et c'est vrai que quand on entend certains adeptes du cétogène ou du carnivore, on a l'impression que les glucides, c'est un poison, qu'on n'en a jamais mangé. Il y a eu des aires glaciaires tout le temps, on n'en a jamais eu à disposition. Et on devrait, toutes les sources valent, que ce soit un fruit, que ce soit une céréale, un tubercule, un truc au levain, enfin, enfin, au final, dans ton corps, voilà, ça va se transformer en glucose et ça reste un poison. Euh, on est d'accord sur le fait que avoir une alimentation qui est basée sur les céréales, les gens commencent à se rendre compte que c'est pas forcément le mieux pour eux. Maintenant, de là, à les diaboliser totalement et à les éliminer complètement de l'alimentation, qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est une bonne question, hein. C'est une très bonne question. Bon, je pense que déjà l'être humain, il aime bien simplifier. Du coup, ben, on a tendance à simplifier et puis à dire du coup tous les glucides sont mauvais. Mais quand on fait ça, on perd beaucoup de nuances. Et puis, c'est vrai que c'est séduisant. On aime bien se simplifier la vie. C'est plus confortable aussi, je dirais, intellectuellement, d'aller sur des choses aussi simples. Mais j'ai pas l'impression que ce soit correct. Déjà, de dire que les glucides sont un poison, c'est absolument ridicule pour moi, parce que ton corps maintient en permanence un taux de glucose à un certain niveau. Euh, donc, si le, si le glucose était un poison, enfin, je veux dire, c'est essentiel à la vie. Alors après, c'est clair qu'on a toujours le même argument qui revient du côté, on va dire, dogmatique cétogène, et chez certains carnivores, pas forcément tous, c'est de dire il n'y a aucun glucide issu de la diète qui sont essentiels. Et c'est vrai, mais Hmm, ça ne veut pas pour autant dire que le moindre gramme de glucides est mauvais, et ça ne veut pas dire non plus qu'une approche zéro carb, elle est optimale pour l'être humain. hmm, D'accord?
Ensuite, sur tous les aspects, je dirais, ancestraux, parce que j'ai beaucoup fouillé ça, parce que finalement, un peu mon phare dans le brouillard dans lequel on navigue, c'est d'essayer d'avoir une sorte de logique évolutionniste derrière ma pensée. Donc, je vais écouter un peu tous ces avis et puis toujours essayer d'avoir un peu cette logique évolutionniste. Je sais que c'est pas parfait parce que, de nouveau, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise totalement. C'est des hypothèses d'évolution, surtout quand on va sur le long cours. Mais quand tu as une approche comme ça, puis que tu commences à fouiller les choses, tu te rends compte que, effectivement, la préhistoire, c'était une longue période qui a façonné notre ADN. Ça, je suis le premier à le dire. Par contre, et effectivement, elle était plus sèche et plus froide. Donc, il y avait probablement moins de zones tropicales et de choses comme ça. C'est clair et net. 100% d'accord. Euh, Par contre, ça ne veut pas dire que les hommes, les êtres humains, les Homo erectus et Homo sapiens, ils vivaient sur la banquise partout sur Terre pendant 3 millions d'années. Ça n'est pas le cas. Je veux dire, Hmm. c'est une simplification. Quand tu écoutes des gars comme Shafee ou Bartke, ils te vendent cette image Hmm. comme si l'être humain avait vécu sur la banquise pendant 3 millions d'années non-stop. Hmm. Tu vois? Et c'est déjà, cette image-là est ridicule. C'est-à-dire que l'être humain, il y a eu des phases plus chaudes, plus froides. Effectivement, il y a eu des longues phases plus froides. Proche de l'équateur, c'était quand même pas le pôle Nord. Hmm. D'accord? Il y avait peut-être une température moyenne de 17-18 degrés. Donc, effectivement, les nuits étaient froides, etc. Mais ça n'empêche pas que des fruits puissent pousser à l'année sur l'équateur. Tu vois? Hmm. Et effectivement, les fruits n'étaient pas ce qu'ils étaient aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord, les fruits, ils étaient moins sucrés. Mais ils avaient quand même du fructose, ils avaient quand même du glucose. Si tu prends les myrtilles sauvages que tu vas trouver dans le Grand Nord aujourd'hui, j'entends des gens qui disent, ouais, les fruits sauvages dans la nature, ça n'existe pas. Dans le Grand Nord, il n'y en a pas. Allez vous promener en Laponie entre juillet et août. Moi, j'ai été pendant plusieurs jours faire de la randonnée là-haut. Je peux vous garantir que c'est couvert de myrtilles à perte de vue. Vous pouvez en manger des kilos par jour si vous voulez. Et Hmm. c'est les mêmes myrtilles qu'on a en montagne en Suisse, typiquement. Et effectivement, elles ont que 6 à 8 grammes de glucides pour 100 grammes. Hmm. D'accord? Mais pendant 2 mois, tu as accès à une source de fruits qui est là. Et ces myrtilles, c'est probablement exactement les mêmes qu'il y avait il y a des centaines de milliers d'années. Alors effectivement, les bananes, etc., les pommes, les poires, c'est pas les mêmes. Ça, je suis 100% d'accord. Mais de Hmm. dire que l'être humain n'avait pas accès à des fruits et à du sucre sous forme de fructose ou de glucose, à mon avis, c'est une erreur. C'est mon opinion actuelle. Puis maintenant, même si tu vas chez des peuples purs carnivores, parce qu'ils aiment bien prendre des exemples chez les purs carnivores, et il y en a. Et pour moi, on parlera de la diète carnivore plus loin. Hmm. La diète carnivore, à mon avis, elle est viable si elle est menée de manière intelligente. Cela dit, les peuples carnivores que tu as aujourd'hui, qu'on peut étudier, comme les Maasai, qui sont encore pas trop, ça dépend des tribus. Chez les Maasai, il y en a qui sont très modernisés, d'autres pas du tout. Mais les Maasai, en moyenne, c'est 1 litre de lait cru par jour. Donc 1 litre de lait cru, vous pouvez faire les calculs que vous voulez, c'est environ 50 grammes de glucides par jour. Donc Hmm. c'est pas du cétogène proche de zéro. Hmm. C'est 50 grammes de glucides par jour chez les Maasai qui sont carnivores. Si vous prenez les Inuits, ils aiment beaucoup prendre les Inuits comme exemple pour le cétogène, et c'est un extrêmement mauvais exemple. Tu ne peux pas prendre pire comme exemple que les Inuits pour le cétogène. Parce qu'à chaque fois que des Inuits ont été mesurés au niveau des corps cétoniques, ils n'en ont pas, puis on s'est rendu compte plus tard qu'ils ont une déficience, c'est pas une déficience, ils ont une mutation génétique sur le CPT1. On va pas aller dans les détails, je pense, des enzymes, etc. Mais en gros, si tu as un CPT1 qui est dysfonctionnel comme les Inuits ils ont, tu peux pas entrer de manière efficace en cétogène. C'est-à-dire que la source principale de corps cétonique, elle est coupée. Hmm. D'accord? Donc les Inuits ne sont pas en cétose. Et les Inuits, si tu veux, dans les papiers sur les explorations canadiennes du début du XXe siècle, 1910, 20, 30, où ils allaient faire des expéditions dans le Grand Nord et puis étudier les Inuits, qui vivaient encore de manière complètement isolée, ils se rendent compte que ces gens, ils avaient entre 30 et 40 grammes en moyenne de glucides dans leur alimentation, essentiellement sous forme de glycogène quand ils étaient hors de la saison où il y a des myrtilles. Parce qu'il y a aussi des myrtilles là-haut, dès que la neige elle repart, il y a des myrtilles qui poussent. Alors si tu vas vraiment tout au nord, il n'y en a pas. Mais par contre, plus tu vas au nord, plus les Inuits consomment des animaux marins et des animaux du Grand Nord qui ont un glycogène, qui ont beaucoup plus de glycogène dans leur tissu musculaire. Et on sait que le glycogène, alors certains vont dire oui, mais quand tu tues un animal, le glycogène, il est rapidement transformé en lactate. C'est ce qu'on appelle le phénomène de rigor mortis. Et ça, c'est vrai avec de la viande qui rassie à température comme on a chez nous. Mais dans Hmm. le Grand Nord, C'est congelé, hein. voilà, cette rigor Hmm. mortis, elle survient beaucoup moins. C'est-à-dire que le glycogène est largement préservé pendant des jours et des jours.
et il se dégrade jamais totalement. Donc, tu as toujours du glycogène dans la viande qu'ils mangent. En plus de ça, ils privilégient des organes comme le foie, sauf chez l'ours polaire parce qu'il est toxique à cause de l'excès de vitamine A. Et dans le foie, tu as des grosses quantités de glycogène. Et il faut savoir que les animaux marins que les Inuits consomment, comme le phoque, comme le morse, tous ces animaux marins qui doivent faire des plongées profondes, ils ont énormément de glycogène stocké en eux. D'accord? Ils en ont besoin parce qu'ils sont obligés de fonctionner en anaérobie. Quand Hmm. tu fais une longue plongée, au bout d'un moment, tu n'as plus d'oxygène. Et musculairement, ils utilisent beaucoup plus les mécanismes anaérobiques, donc ils ont beaucoup plus de glycogène, particulièrement dans la couche sous la peau et puis à des endroits comme ça, et même au niveau musculaire. Donc finalement, les Inuits obtiennent beaucoup plus de carbs que ce qu'on peut penser quand on a une image, on va dire, de carnivore moderne qui achète son steak chez le boucher, qui a été rassis pendant 30 jours Et et qui a tu as une zéro idée carb. sur le taux de glycogène ou pas qui est dedans? Il faut aller vérifier exactement. Je sais que dans la viande standard qu'on a chez nous, avant la rigor mortis, c'est 1 à 2%, donc c'est assez Oui. faible. Euh, et c'est nettement plus, je crois que c'est pas loin de 8% peut-être chez le phoque ou ce genre d'animaux. Puis après, il faut Ah ouais, savoir qu'il c'est y a d'autres. beaucoup, hein. Ouais. Et C'est puis après, il faut beaucoup. savoir que ces peuples, ils vont aussi consommer des palourdes, par exemple. Et la palourde, elle contient beaucoup de glycogène. Ouais, ouais, Et c'est plus de 10% de glycogène dans la palourde. ouais. D'accord? Après, tu as. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le... J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire par rapport à ça. Le Mais, glycogène. mais Ouais. ouais, grosso modo, si tu veux, ces animaux, ils ont plus de glycogène de base et il est préservé parce qu'il fait très froid. Donc en fait, les exemples qu'on a de peuples carnivores purs, ils Ouais. sont carnivores et c'est viable, mais ils ne sont pas en cétose. Ils ne sont pas en cétose long terme. Quotidiennement, ils entrent en cétose probablement, ou pendant des phases, quelques jours, etc. Mais ils ne le sont pas. Et traditionnellement, les chasseurs-cueilleurs, même s'ils étaient quasiment, essentiellement chasseurs durant certaines périodes, quand Hmm. ils tuaient fraîchement une bête et qu'ils consommaient les abats, ils avaient largement assez de glucides pour sortir de cétose, ce qui n'est pas un problème en soi. Et je trouve que poursuivre l'état cétogénique absolument, sauf si tu as des raisons vraiment thérapeutiques, tu vois. Hmm. Pour moi, c'est un super outil, la diète cétogène, dans des cadres comme le cancer, comme Alzheimer ou ce genre de maladie. Et là, ça vaut peut-être la peine de poursuivre, je dirais, une cétose thérapeutique avec des hauts niveaux de corps cétonique dans le sang en permanence. Hmm. Par contre, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée sur le long terme pour tout le monde. Parce que ce qu'on voit, et même quand tu écoutes des gens comme Kirvatkar ou Saives, qui ont des centaines et des milliers de clients en diète carnivore, de patients, je veux dire, de plus en plus, ce qu'ils disent, leur retour clinique, alors c'est pas des études, il n'y a pas d'études, mais c'est leur Hmm. retour clinique, donc de mecs qui ont de l'expérience de terrain, ils voient qu'au bout d'un moment, les carnivores modernes, donc qui n'ont plus du tout de glucides dans l'alimentation, ils ont une suppression insulinique. D'accord? Et là, tu as des gars comme Barquet qui disent que c'est pas vrai, il n'y a pas d'études, ok, mais ces gars, ils le voient, ok? Et cette suppression insulinique, elle est potentiellement problématique. Souvent, le carnivore ou celui qui est en cétogène, il va dire ouais, mais tu as un pic d'insuline de toute façon si tu manges des protes et du gras. Et ça, c'est vrai au début. Par contre, ce qu'ils disent, Saives ou Kirvatkar ou d'autres, c'est que ce qu'ils voient sur du long terme, ce pic d'insuline, il est de moins en moins marqué. Au bout d'un moment, il n'y a plus. C'est-à-dire que tu n'as plus de stimulation insulinique par les Hmm. protes et les graisses. On ne sait pas exactement pourquoi. Il n'y a pas d'argent, bien sûr, dans la recherche à ce niveau-là. Hmm. Mais probablement que c'est pas, en tout cas du point de vue évolutionniste, il n'y a aucun sens à essayer d'avoir une approche zéro carb et puis à regarder le moins de grammes de glucides comme du poison. Pour moi, c'est assez illogique quand tu regardes un petit peu ce qui se fait et comment les êtres humains ont évolué. Hmm. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis. Je voulais réagir sur plusieurs choses. La première, c'est au niveau de Weston Price. Quand tu lis le bouquin de Weston Price, il n'y a aucun peuple qui est un pur carnivore. Ça n'existe pas. Ça, c'est marrant, par exemple, quand il va chez les Suisses, eh ben, c'est la belle tranche de pain à l'ancienne et deux fois avec du beurre et deux fois la taille du pain en fromage. Donc, c'est vrai que quand tu lis le bouquin Weston Price, il n'y a aucun peuple qui a mis les glucides complètement de côté. Donc ça nous donne quand même, enfin, ça fait quand même réfléchir.
Après, quand tu le disais, voilà, dans les palourdes, il y a des glucides. Moi, j'ai regardé vite fait. Dans les moules, on a 7 grammes de glucides pour 100 grammes. C'est Ouais, énorme, hein. Quand tu fais un moule frite, tu peux descendre 2 kilos de moule, tu peux avoir 300-400 grammes de chair à moule, et donc tu peux te taper 40-50, tu peux taper une quarantaine de grammes de glucides, quoi, avec ça. ouais, Les huîtres, 5 grammes de glucides. Donc effectivement, les glucides, entre guillemets, sont même à l'état sauvage, ils sont là en fait. C'est jamais du zéro carb. Et ça, Ulrich Génisson, donc il y a un pionnier du cétogène en France, on en parle avec lui parce que je l'ai vu hier en interview, et ça, il en est très conscient. Ça n'existe pas le zéro carb. Donc ça, c'est important de le souligner. Ouais, au niveau de Barthes, c'est marrant. Les gens iront regarder Barthes, parce qu'à mon avis, il n'y a pas beaucoup de Français qui le connaissent. Mais Barthes, c'est quelqu'un, c'est un vrai mec qui fait de la recherche scientifique pendant des années. Il en a fait pendant des années. Et c'est vrai que lui, en fait, tant qu'il n'y a pas une étude contrôlée, randomisée, avec tous les critères scientifiques qui permettent d'établir une cause à effet, pour lui, c'est à mettre ta preuve, elle est à mettre à la poubelle, en fait, quoi. C'est un petit peu comme ça que je l'ai compris. On est d'accord ou pas? c'est un peu ça. Et puis bon, bah, nous, c'est facile d'argumenter comme ça. Ouais, Mais bien d'un autre sûr. côté, il est aussi absolument sûr et certain de ce qu'il dit, c'est-à-dire que le moins de grammes de glucides, c'est un poison, Ouais. mais il n'y a pas non plus d'études qui le montrent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je trouve qu'il est. Ouais, c'est quelqu'un, à mon avis, qui fait pas que du bien, même à son mode alimentaire, parce que et du reste, pas grand monde veut débattre avec lui, parce que je veux dire, c'est Il est un carrément peu, malhonnête des fois, comme il attaque les autres ouais, dans ses il est un peu vidéos. désagréable sur le fond. Et une autre chose aussi, c'est que, bon, après, je t'ai présenté la question peut-être pas très bien en te disant les glucides, c'est un poison. J'aurais pu te le présenter en te le disant à quel point l'hyperinsulinisme, ou à partir de quelle quantité d'insuline est-ce on peut considérer que c'est dommageable pour l'homme? Parce qu'en réalité, ce que disent les cétogènes ou les gens du carnivore, c'est pas que le glucide est un poison. Le problème, c'est qu'ils disent, voilà, on a 4 grammes de glucose en circulation dans le sang, et tout ce qui va être au-delà de ces 4 grammes, eh bien, va nécessiter des sécrétions d'insuline. Et donc, ce qu'il y a derrière, on en parlera peut-être tout à l'heure, où tu pourras rebondir dessus, c'est qu'en fait, eux, ce qu'ils pensent, c'est que c'est l'hyperinsulinisme qui est la cause de la résistance à l'insuline, qui fait prendre du poids, les maladies métaboliques, le diabète et tout ça. Et là, on a des gens comme Saladino, hein, qui se font littéralement cracher dessus, hein, qui disent maintenant, ce n'est pas l'hyperinsulinisme le problème, c'est quelque chose de plus complexe qui peut être lié par exemple aux huiles végétales, oméga 6. Mais lui, ce qu'il dit, Saladino, c'est que l'insuline, en fait, elle est vitale après un repas. Elle est vitale parce qu'elle a une action sur les reins qui permet de faire une rétention du sodium, de tous les minéraux. Elle est vitale parce que l'insuline, c'est pas juste, les gens ils pensent que c'est juste l'insuline qui fait pénétrer le glucose dans nos réserves et qui fait baisser la glycémie. Elle a beaucoup d'autres rôles. Elle transporte les acides aminés. C'est une vraie hormone anabolique en fait. Donc elle a un vrai rôle dans le transport de tous les nutriments. Euh, donc en fait, j'ai l'impression que c'est une simplification, quoi. L'insuline devient le nouveau méchant. Et là, on est d'accord là-dessus. Les niveaux d'insuline qui sont sécrétés quand tu manges des céréales 3 fois par jour, c'est pas bon pour les gens sur le long terme. Maintenant, de là à vouloir l'abolir totalement, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Du coup, c'est la question que tu poses et qui est très intéressante. Du coup, ben, j'invite vraiment les gens à aller voir. Donc, c'est le docteur Kirvatar, tu as dit? Kirvatar? Il y a Kiervatkar et puis il y a Rob Saives aussi qui parle de tout Ouais, ça avec un œil. Rob Saives est carnivore à 99%, hein. Il utilise ouais, juste un petit peu de paprika et de choses comme ça. Donc, voilà, ceux qui sont très dogmatiques vont dire qu'il ne l'est pas, mais lui, il est carnivore. Il ne peut pas ajouter de glucides dans son alimentation, lui, parce qu'il a vraiment des addictions assez fortes aux glucides, typiquement. Donc ah, ça, c'est un aspect psychologique qui est complètement différent, hein. Mais c'est pas le cas de tout le monde, heureusement. d'accord. Mais bon, après, ouais, par rapport à ce que tu posais comme question sur l'insuline, l'insuline, c'est un sacré épouvantail, en fait, j'ai Ouais, l'impression, et c'est hyper mal compris. L'insuline en soi, c'est une hormone pour laquelle toutes tes cellules, sans exception, ont des récepteurs. Elle a un nombre de fonctions très élevé. Il y a énormément de fonctions au niveau de l'insuline. Comme tu l'as dit, la plus connue, bah, c'est d'amener l'énergie dans les cellules. Mais elle remplit énormément de fonctions dans le corps. Et de dire que d'avoir de l'insuline en excès, c'est ça qui cause l'excès d'insuline, enfin, je veux dire, ça a commencé comment?
tu vois? Parce que tu as des. Et là, moi, je ne suis pas pour une diète hyperglucidique, mais tu as visiblement des peuples qui ont des alimentations hyperglucidiques et ils ont certains problèmes liés à ça, mais ils n'ont pas de problème métabolique de type obésité ou hyperinsulinisme ou diabète. Ils n'en ont pas. Donc, cet argument-là, il ne tient pas la route, en fait. Et tu te rends compte que les troubles métaboliques, c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus complexe que ça. Parce que fondamentalement, c'est quoi un trouble métabolique? C'est quand tu as trop d'énergie dans le sang, et en particulier quand tu as en même temps une glycémie élevée et des acides gras sous diverses formes, estérifiés, libres ou des triglycérides élevés. Hmm. C'est-à-dire que tu es bourré d'énergie dans le sang, Hmm. et cette énergie, elle va nulle part. Parce que chez un être humain en bonne santé métabolique, quand tu consommes un repas qui contient des graisses et des glucides, et des protéines, bien sûr, ce qui va se passer, c'est que tu as évidemment une montée de la glycémie parce que tu avais du sucre, donc tu as une réponse insulinique, tu as une montée de l'insuline. Et prioritairement, à ce moment-là, l'insuline va pousser le glucose dans le tissu musculaire et dans le foie pour remplir déjà le glycogène s'il n'est pas au max, et va brûler l'excès de glucides dans le tissu musculaire pour les fonctions de base, même si tu n'es pas en train de faire du sport. D'accord? Pendant ce temps, les graisses, elles sont impactées dans les chylomicrons principalement, puis elles sont transportées en court-circuitant le foie au début, directement dans le tissu adipeux où elles sont stockées pour la phase de jeûne que tu as entre deux repas. Hmm. Donc fondamentalement, si tu veux, les acides gras qui sont dans les chylomicrons, ils ne comptent pas dans ce que je te disais avant d'avoir en même temps du gras et du Ouais. sucre. Là, on n'est pas dans un trouble métabolique, on est dans du postprandial de base. Ça n'est Hmm. pas un problème, d'accord? Et du coup, ben, après le repas, après 1 heure ou 2, tu as ces graisses qui sont parquées dans le tissu gras, principalement, ou éventuellement à d'autres endroits, mais principalement c'est à cet endroit si tu es en bonne santé. Et puis le glucose, il est utilisé jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Enfin, Hmm. plus, il n'y en a jamais plus. Mais Ouais. jusqu'à ce que l'excès ait été parqué ou utilisé. Et Ouais. puis ensuite, tu as ton tissu gras qui va commencer, parce qu'après, bah, l'insuline descend, le glucagon monte, Ouais. tu as une lipolyse qui se passe au niveau du tissu gras. Puis quand tu es à jeun, entre les repas, ton tissu adipeux va fournir l'énergie, donc en fournissant des acides gras estérifiés, des acides gras libres, des triglycérides, etc. Le foie aussi. Et puis là, bah, le glucagon va stimuler la néoglucogénèse pour maintenir en fait un niveau de sucre dans le sang constant parce qu'il y a certains tissus de notre corps qui ne peuvent pas survivre sans glucose. Hmm. Ça, il faut le comprendre. Il y a des tissus qui ont besoin de glucose, Hmm. sans quoi ils ne fonctionnent plus. Et du coup, c'est là que tu as tout l'aspect du cycle de Randle et tout ça que certains vont extrapoler à l'extrême. Le cycle de Randle, à la base, il sert simplement. Imagine, tu es à jeun entre tes repas. Et puis, donc, tu as ton tissu gras qui distribue des acides gras pour Ouais. fonctionner. Et tu as la néoglucogénèse qui maintient le taux de sucre juste où il faut. Hmm. Si ton tissu musculaire, parce que le cycle de Randle, il est valable principalement dans le muscle et le tissu gras. C'est là qu'il a été étudié Hmm. et c'est là qu'on sait qu'il fonctionne. Ailleurs, on n'en est pas sûr, on n'a pas aucune preuve de ça. D'accord? Et probablement qu'il ne fonctionne pas parce que c'est lié au GLUT4, un récepteur à insuline qu'il y a sur le tissu gras et sur le tissu musculaire. D'accord? Et du coup, ce qui se passe, c'est que dans cet état à jeun, si ton muscle il trie pas et qu'il prend à la fois du glucose et des acides gras, bon déjà c'est pas efficace parce qu'il doit jongler avec deux substrats, mais en plus de ça, tu vas vider encore plus le glucose, donc tu vas devoir augmenter derrière la néoglucogénèse, qui est un processus qui demande des ressources, qui est pas, c'est taxant pour le corps si tu veux bien de Hmm. le faire. En plus, tu risques de devoir dégrader des protéines de tissu que tu n'as pas envie de dégrader. Donc du coup, le muscle, il devient résistant à l'insuline de manière physiologique. Hmm. C'est une Tout à bonne fait. chose parce que lui, il peut tourner sur les graisses pour ses fonctions de base et puis pour faire marcher ou ben, des petits efforts comme ça. Et du coup, il économise le glucose pour les autres tissus. Donc l'effet Randle, le cycle de Randle, c'est quelque chose qui est physiologique, qui nous protège. Hmm. Là où ça commence à merdouiller, si j'ose dire, c'est justement quand tu as un trouble métabolique avec trop d'acides gras et trop de glucose dans le sang, c'est là que le cycle de Randle, il n'est pas en cause. C'est simplement que le cycle de Randle va t'empêcher d'accéder aux deux substrats en même temps. Donc, tu as soit l'un, soit l'autre qui va rester dans le sang, et souvent c'est le glucose, du coup, qui va être réimpacté au niveau du foie, ce qui va générer de la stéatose, etc.
Mais c'est pas le cycle de Randle qui génère le trouble métabolique. Il faut comprendre ça. Et c'est pas le fait de. Parce qu'il y a ces gens qui croient que tu peux plus manger du gras avec du sucre. C'est Exactement, ouais. complètement erroné. C'est complètement erroné. Évidemment, il y a un aspect qu'il faut tenir en compte, c'est que si tu fais des repas qui sont très sucrés et très gras en même temps, tu as plus tendance à exagérer sur les quantités de calories. Ça, c'est un aspect. Par contre, si on revient en arrière, bah, ces graisses postprandiales, elles sont dans les chylomicrons, elles sont distribuées au tissu gras si tu es en bonne santé. Hmm. Et du coup, l'insuline qui a été produite, elle joue son rôle au niveau du tissu gras. Le tissu gras arrête de donner des acides gras estérifiés, etc. Donc, tu as que du glucose, en guillemets, dans le sang. Donc, tu n'as pas de problème avec Randle. Le problème, c'est quand tu as un tissu gras dysfonctionnel, typiquement avec des adipocytes hypertrophiés, qui ont une lipolyse basale hyper élevée. Donc, peu importe qu'il y ait de l'insuline, ils continuent en fait à donner des acides gras. Donc, même que tu as du sucre, tu as des acides gras qui arrivent. Et en plus, tu as une suppression du glucagon, parce qu'il y a une résistance à l'insuline qui génère cette suppression du glucagon. Et tu as le foie qui, lui, continue à produire du sucre par néoglucogénèse alors que tu viens de manger et que tu en as déjà. Et tu te retrouves avec des gens qui ont une hyperglycémie et en plus qui ont des niveaux élevés de graisse dans le sang. Tu vois? Mais Randle, là-dedans, c'est pas la cause du tout. Les gens, ils veulent tout expliquer par Randle. Randle, c'est OK, ça existe, bien sûr, mais Randle, ça se passe au niveau cellulaire. Chaque cellule, elle joue son petit truc avec Randle par rapport à sa situation. Hmm. Et chaque tissu aussi. Tu vois, c'est la même chose au niveau de la résistance et de la sensibilité à l'insuline. On croit que la résistance à l'insuline, c'est pas bien. C'est pas bien quand ça devient systémique. Mais ce qui provoque une résistance à l'insuline systémique, quand tu décomposes le truc, c'est une hypersensibilité à l'insuline pendant une longue période dans certains tissus, en particulier le tissu adipeux. Et quand on dit, ouais, c'est pas bien, ton myocyte, ton tissu musculaire, il est résistant à l'insuline en ce moment. Mais il n'y a aucun problème. Si tu es à jeun, c'est normal, c'est physiologique. Tu as envie qu'il soit résistant à l'insuline à ce moment-là. Tu n'as pas envie qu'il pompe le glucose que tu dois produire par néoglucogénèse, Hmm. alors que ce glucose, tu en as besoin dans tes gonades ou ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Exactement, ouais. Donc c'est hyper mal compris, j'ai l'impression. On veut tout simplifier, puis du coup maintenant c'est Randle, Randle, Randle. Les gens ils ressortent ça, autant les carniques, des Hmm. mecs qui sont pro, tu sais, les hyperglucidiques avec Kempner et compagnie. Ils veulent tout expliquer avec Randle. Ouais, c'est vraiment super intéressant parce que là, on est au cœur, à mon avis, on est au cœur du problème. Et du coup, moi, j'invite vraiment les gens à aller voir la vidéo de Saladino sur la résistance à l'insuline. Alors, je dis pas qu'il a la vérité, je dis juste qu'il faut aller écouter pour pouvoir se faire sa propre opinion. Et lui, son hypothèse, c'est que justement, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que on a un problème quand les cellules grasses, quand les adipocytes ont une lipogénèse, fonctionnent à taquet, ils sont trop grosses. Et lui, ce qu'il disait, c'est que ce sont les huiles végétales qui provoquent cette dysfonction. En fait, lui, il le dit, alors j'ai pas très bien compris tout dans sa vidéo, mais il dit que ces cellules grasses ne peuvent plus se diviser, en fait Ouais. à En fait, cause des huiles végétales. Est-ce que toi, tu as plus d'infos là-dessus ou pas? oui. Alors, en fait, lui, il s'appuie. Il faut aller écouter les vidéos qu'il a fait avec Peter Dobromielski. Alors, c'est du assez haut niveau. Ouais. Ça va très loin. Mais ça vient un peu des travaux de Peter et de Brad Marshall et d'autres personnes comme ça qui vont très loin dans la biologie, dans le fonctionnement biochimique. Hmm. Et ce qui se passe, en fait, si tu veux, comment expliquer ça? Parce qu'il y a plusieurs choses qui se mettent en place là derrière. Au niveau du tissu adipeux, si le tissu adipeux, pour ses fonctions basiques, il brûle les acides gras polyinsaturés, il va devenir hypersensible à l'insuline. C'est-à-dire que le tissu adipeux aura tendance à pomper tout le glucose qui passe par là et à faire de la lipogénèse de novo, donc à stocker du gras. Ça, Hmm. c'est un aspect. Donc les cellules, les adipocytes vont grossir, et puis normalement, ils sont censés se diviser et faire ce qu'on appelle de l'hyperplasie, c'est-à-dire se multiplier. Donc tu grossis, mais sainement, si j'ose dire. Tu as plus de cellules adipeuses, mais elles sont Voilà. pas grosses. Voilà. Et du coup, la lipolyse basale, elle reste normale. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Ça, c'est du standard. Le problème, c'est quand tu as beaucoup d'oméga 6, comme l'acide linoléique, tu as dans les Hmm. huiles végétales,
cet acide linoléique, il est très fragile, même dans le corps humain, et il se dégrade en une multitude de peroxydes. Ouais. Et le plus étudié, c'est le 4-HNE. D'accord? Le 4-HNE, on sait qu'au niveau de l'adipocyte, alors exactement comment ça se passe, je ne sais plus te le dire, c'est complexe, d'accord? Ce que j'ai retenu de base, c'est que le 4-HNE, il empêche l'adipocyte de se multiplier. Et du coup, l'adipocyte, qui est hypersensible à l'insuline à cause de l'acide linoléique et des autres acides gras polyinsaturés, il pompe énormément d'énergie, donc de glucose dans le sang, il grossit. Comme il ne peut pas se diviser, il y a une hypertrophie de l'adipocyte. Et le problème, c'est que quand l'adipocyte devient trop gros, il envoie des signaux d'alerte dans tous les sens. Et là, il enclenche une sorte de mécanisme de survie pour ne pas exploser au bout d'un moment. Et ça génère une lipolyse basale, donc qui n'est plus dépendante du signal insulinique. Donc même que tu as de l'insuline parce que tu viens de manger un gâteau aux pommes, D'accord, ouais. ton tissu gras, il continue à balancer des acides gras dans le sang. Ça rentre plus, D'accord? quoi. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est un aspect lié aux acides gras. Mais après, si tu vas encore beaucoup plus loin au niveau de la mitochondrie, et je ne sais pas si on va aller dans le terrier de lapin, ce qui se passe quand tu brûles des acides gras polyinsaturés dans la mitochondrie, dans la chaîne de transport des électrons, tu vas générer un stress réductif. Donc, c'est assez contre-intuitif parce que ces acides gras, ils s'oxydent, ils génèrent des peroxydes. Donc ça génère de l'oxydation, mais tu peux avoir une oxydation à ce niveau-là en même temps qu'un stress réductif au niveau de la niacine. La niacine, la vitamine B3, le cofacteur 1, qui est vraiment essentiel dans tous ces mécanismes. Et là, ceux qui veulent aller plus loin, il faut aller écouter Peter Dobromielski là-dessus. Quand tu brûles les acides gras polyinsaturés, ton pool, si tu veux, c'est la vitamine B3, elle a des pools NAD+, NADH. NAD+, c'est la forme oxydée, NADH, c'est la forme réduite. Et concrètement, dans le cycle de Krebs, tu as besoin de NAD+, pour brûler du glucose, pour brûler des acides gras. Et ce NAD+, il sert à plein de choses, notamment à réguler la sensibilité à l'insuline du tissu, enfin de la cellule. Quand tu brûles trop d'acides gras polyinsaturés, tu ne génères pas assez de superoxyde qui devient du peroxyde d'hydrogène et qui, à travers une boucle, vient régénérer via le glutathion ton NADH en NAD+, en passant par NADPH. Enfin, bref, c'est un monstre, c'est compliqué. Mm. Okay, tout ça pour dire que c'est au centre même de la cellule que naît le problème lié aux acides gras polyinsaturés. Et en fait, ça amplifie de manière démesurée le cycle de Randle, parce que quand tu brûles des acides gras polyinsaturés, ces acides gras, ils sont brûlés beaucoup trop vite dans les mitochondries, et ça dérègle complètement le cycle de Krebs, et ça suractive, si tu veux, le cycle de Randle. Et du coup, là, tu deviens vraiment incapable non seulement parce que le glucose pénètre dans la cellule, mais en fait, il est obligé d'être brûlé en glycolyse, Mm. donc en anaérobie, donc ça va produire de l'acide lactique, du pyruvate, etc. Par contre, tu n'arrives plus à brûler le glucose de manière efficace dans la mitochondrie. Et ça ne se passe pas avec des acides gras saturés, comme l'acide stéarique ou l'acide palmitique, typiquement. Et ça, c'est des choses qui sont encore complètement incomprises. Et là, si tu vas aller encore plus loin, et c'est hyper intéressant, c'est tous les travaux de Brad Marshall, qui est un biologiste, qui lui va connecter tout ça avec l'évolution au long cours des êtres vivants. Et ça t'amène sur des aspects dont je parle dans mes publications sur mes réseaux sociaux, sur l'état de torpeur et d'engraissement. Et en fait, tu te rends compte que les êtres vivants, tous, hein, depuis le petit ver translucide si élégant jusqu'aux premiers mammifères, aux reptiles, etc., ils peuvent activer un mécanisme de torpeur, c'est-à-dire de pré-hibernation ou d'hibernation, donc c'est de la pseudo-hibernation, la torpeur, s'ils consomment en fait beaucoup d'acides gras polyinsaturés et même dans une certaine mesure les monoinsaturés, comme l'acide oléique. Et en fait, les êtres vivants utilisent le type de graisse qu'il y a dans leur alimentation pour comprendre s'ils sont dans une région où survient un hiver et s'ils doivent s'y préparer. Mm. Et là, Brad Marshall va très loin dans toutes ses explications. Tu sais que par exemple, les fourmis au Brésil, elles ont un taux de graisse saturée extrêmement élevé. Mm. Par contre, en Allemagne, elles ont énormément d'acides gras monoinsaturés et polyinsaturés. Et les mêmes animaux, les échidnés par exemple, qui sont les plus vieux mammifères encore vivants, enfin issus, tu sais, c'est des mammifères qui peuvent hiberner. Ça ressemble un peu à des sortes de hérissons. Ils mangent des fourmis justement. Et eux, si tu leur fais manger les fourmis du Brésil, ils vont pas hiberner. S'ils mangent les fourmis d'Allemagne, ils passent en torpeur et ils hibernent. Et ils engraissent.
Et tu peux reproduire ça chez des animaux qui n'hibernent pas, comme certaines souris, ce genre de choses. Tu peux leur faire baisser le métabolisme Hmm. fondamentalement, donc entrer en torpeur, c'est-à-dire qu'en fait, tu n'as plus envie de bouger. Et puis toute l'énergie que tu as à disposition, tu la stockes en gras pour te préparer à l'hiver. Hmm. Et l'être humain, c'est exactement ce qu'il a. Et les porcs et les volailles qu'on nourrit intentionnellement avec de l'huile de soja ou de l'huile de tournesol parce qu'on sait que ça les fait engraisser, c'est sur ce mécanisme-là, d'accord? Et nous, on croit qu'être humain, tout va bien se passer si on consomme ces huiles, tu vois, Hmm. alors qu'on est aussi des animaux monogastriques. Et puis que là, on touche à la base même des êtres vivants, tu vois, la mitochondrie, c'est à la base, il y en a dans tous les êtres vivants, fondamentalement. Quasiment, quasiment tous, à part certains microbes, quoi. Bah, c'est passionnant, hein. C'est passionnant, mais moi, on va dire, je suis pas spécialiste en tout ce qui est biochimie. Mais pour revenir à bon, à quelque chose de un petit peu plus concret, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que quand on reste sur des choses, des aliments qu'on a toujours mangés, alors quand je dis quand on a toujours mangé, ça ne veut pas dire les mêmes fruits, les fruits d'aujourd'hui qui étaient les mêmes fruits il y a des centaines de milliers d'années, on est d'accord. Mais si on peut retrouver dans ce qu'on mange, les quantités et les molécules dans les mêmes quantités qu'il était possible de les avoir, peut-être il y a plusieurs centaines de milliers d'années, je pense que déjà on est dans la bonne direction si on va là-dessus. Après, le problème des huiles végétales, c'est qu'il n'y a jamais eu dans la nature des concentrations d'oméga 6 comme on peut les avoir aujourd'hui dans des huiles végétales. Par contre, tu vois, du beurre, du ghee, de l'os à moelle, des choses comme ça, ces concentrations de graisse, à un moment donné, on y a eu accès. On y a eu accès, donc c'est des choses qui sont physiologiques pour nous. Donc, moi, j'ai quand même cette impression-là. En fait, j'ai l'impression, ça peut être très simple d'un côté, tu me diras ce que tu en penses, ça peut être hyper simple, tu vois, on se dit, bah voilà, qu'est-ce qu'il était possible de trouver avant, et c'est de ça qu'on devrait se nourrir, ou alors on essaye de rentrer dans une espèce tu vois, de recherche scientifique, et tu sais très bien comme c'est, la recherche scientifique, c'est sans fin, c'est, voilà, le cholestérol dans les années 60, c'est mauvais, on se rend compte plus tard que c'était n'importe quoi, maintenant le problème, c'est les glucides, et en fait, ça va jamais finir, et j'ai l'impression, il y a que très peu de gens, en fait, tu vois, qui vont pouvoir avoir la bonne information et capter la bonne vérité. Et sinon, tout le reste, ils vont être noyés parce que tous les 10 ans, il va y avoir quelque chose de nouveau, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est génial parce que je suis exactement en fait sur ta ligne, ce que tu expliques. J'essaie de simplifier ça, puis je te parlais de ce phare dans le brouillard, cette logique évolutionniste, c'est exactement Ouais, ce que tu parles là. Et je suis vraiment sur cette optique. Après, j'aime bien comprendre le pourquoi derrière. ouais, moi Et puis, tu es aussi. aussi obligé d'avoir ces arguments quand tu vas discuter ou débattre avec des gens qui ont un background en biochimie ou des médecins, etc. Tu vois. Mais fondamentalement, je suis exactement sur cette approche. J'essaie de me dire, OK, qu'est-ce qui est adapté à l'être humain fondamentalement? Et le zéro carb, c'était pas quelque chose qu'on retrouvait, ou très très rarement. On est capable, hein. On peut vivre et survivre avec du zéro carb pendant longtemps et peut-être même toute notre vie. Mais je pense pas que c'était optimal et je pense pas que c'est quelque chose qu'on retrouvait de manière fréquente, le zéro. Et d'un autre côté, l'hyperglucidique, c'est pas non plus quelque chose qu'on retrouvait. On a pu trouver ça à partir de la révolution néolithique avec l'agriculture. Avant, il n'y avait pas. Hmm. Maintenant, qu'est-ce qu'il y avait du coup à la préhistoire? Et je pense que, et ça se recoupe avec ce qu'on voit chez les Maasai, chez les Inuits, c'était probablement des diètes pauvres à modérées en glucides, avec des phases cétogènes, avec une super flexibilité métabolique, où tu peux jongler entre production de corps cétonique pendant la nuit ou en fin de nuit, quand tu te réveilles, peut-être le matin si tu as un petit-déj sans glucides, ou Hmm. si tu déjeunes pas. Et puis ensuite, tu as une super flexibilité métabolique, puis tu es capable d'utiliser des glucides en petite quantité ou en quantité moyenne, où tout d'un coup, tu as trouvé une ruche avec du miel dans Hmm. la nature. Et puis là, tu as un gros pic de glycémie, ça va pas te tuer parce que tu es flexible métaboliquement. Et puis, il Hmm. faut pas croire que, parce que tu sais, on croit, ouais, mais il y a la glycation, c'est la cata, ça fait des dégâts, le sucre dans le sang. C'est vrai, la glycation, elle fait des dégâts. Par contre, c'est lié aussi au temps où ton taux de sucre, il est élevé. Donc, si tu as juste un pic de glycémie pendant une demi-heure et qui redescend parce que tu es en bonne santé métabolique, au niveau glycation, c'est rien du tout. Hmm. Et Ouais, tu peux le mesurer sur l'hémoglobine glyquée. ouais. Tu as une hémoglobine glyquée qui sera faible. Par contre, tu as des mecs en cétogène ou en carnivore qui vont soit consommer trop de protéines, soit qui ont d'autres soucis à ce niveau-là, et qui vont avoir une glycémie qui est basale, donc élevée en permanence.
des fois à des niveaux prédiabétiques. Et là, tu as le docteur Kirvatkar, justement, qui parle de ça chez certains de ses clients, après plusieurs mois en carnivore, qui ont des niveaux qui ont une glycémie de prédiabétique, donc à plus de 6. Et ils ne l'avaient pas quelques mois avant. Et c'est des mecs qui ne mangent pas de sucre. Donc ça crée vraiment de la glycation. Puis après, tu as tout l'aspect, ouais, chez les carnivores, tu vois que l'hémoglobine glyquée, elle monte. Alors, tu en as certains qui vont dire, ouais, mais ça, c'est parce que Trop de les globules protéines. rouges, ils vivent plus longtemps. Ou trop de Alors, protéines. Ou trop de protéines. ouais, alors trop de protéines peut-être, parce qu'il y a plus de néoglycogénèse, c'est possible. Euh, mais tu as, par exemple, Paul Mason, qui est très intéressant pour plein de choses, qui va dire, ouais, ça, c'est parce que les érythrocytes, les globules rouges, ils vivent plus longtemps, donc ils ont plus le temps d'être glyqués, d'être abîmés. C'est intéressant, c'est peut-être vrai. On n'a aucune preuve de ça. Zéro pour le moment. Par contre, ça explique pas pourquoi chez ces mêmes personnes, il y a les triglycérides qui commencent à monter aussi, que tu as le HDL qui commence tout d'un coup à descendre. Hmm. Voilà, il commence à y avoir d'autres trucs qui ne sont pas expliqués par la durée de vie des érythrocytes. Ouais. Donc on voit qu'il y a parfois chez certains des problèmes métaboliques qui s'installent. Et en contrepartie, tu as d'autres mecs qui visiblement fonctionnent extrêmement bien sur des diètes zéro carb, comme Ouais. Anthony Chaffee. Le mec, c'est une machine, il fait ça depuis des années. Il a vraiment l'air en bonne santé. Je pense que moi, je lui fais confiance dans ce qu'il dit et ce qu'il fait. Hmm. Lui, il est quasi sur une Lion Diet. Maintenant, il n'y a même plus de sel Ouais. et il va bien. Mais peut-être que lui, il a la génétique la plus adaptée à ça. Et puis d'autres Ouais. mecs, ça ne va pas se passer comme il faut. Je pense que Saladino, ça ne s'est pas bien passé. Alors après, Bartke a des arguments intéressants par rapport à l'excès de cuivre et tout, mais ça explique Hmm. quand même pas tout le reste, parce qu'il y a d'autres personnes qui consommaient pas des abats en grande quantité et qui ont connu les mêmes problèmes. Ouais. Ouais, c'est vraiment compliqué parce que là, de tout ce que tu viens de dire tout à l'heure, maintenant, tu rajoutes une chose, c'est le facteur génétique. Et qu'il y a probablement des gens, c'est possible, qui soient adaptés à ce type de diète. Et eux, bah, tu vas les voir partout en pleine santé. Et tu vas te dire, bah, je peux faire pareil. Et en fait, c'est tellement complexe. Tu as le facteur génétique, tu peux regarder l'anthropologie, tu peux regarder la Ouais, biochimie, tu peux regarder les prises de sang. Enfin, c'est vraiment, c'est sans fin, en fait, quoi. Et c'est vrai que il y a certaines personnes, tu as envie de leur dire, mais montre-moi ta prise de sang, quoi. Montre-moi ta prise de sang, ça fait 10 ans que tu es en carnivore. Il y en a, tu sais même pas s'ils le font vraiment, parce qu'il y a des vidéos, des fois, qui tournent. Alors moi, les premières fois que j'ai vu ça, c'est sur des influenceurs véganes. Tu les retrouves dans des restos en train de manger du poisson, etc. Moi, je sais que dans le milieu de la naturopathie française, il y avait un célèbre naturopathe qui s'appelait Robert Masson, qui est un des premiers à avoir un petit peu poussé la gueulante contre les régimes restrictifs, le végétalisme, le crudivorisme végétal, etc. Il est décédé malheureusement. Mais lui, il a connu tous les grands naturopathes, les grands chefs d'école, et il le disait clairement, ils mentent tous, ils ne font pas ce qu'ils disent en fait. Donc c'est tellement possible de se faire tromper aujourd'hui qu'à mon avis, la seule option qu'on a, c'est de s'informer et de faire ses choix en autonomie, en responsabilité, parce il y a trop de paramètres, c'est impossible d'avoir une garantie sur ce qui peut arriver juste en suivant quelqu'un ou des idées, et encore plus dans le sens où, tu vois, par exemple, souvent les gens, ils confondent diète de régénération avec diète de croisière. Donc, par exemple, typiquement, quelqu'un qui était moi, tu vois, quand j'ai fait du véganisme, et qu'après j'ai remis la viande, je pouvais, si on m'avait donné 1 kilo par jour, pendant un mois, j'aurais pu manger 1 kilo par jour. Est-ce que ça veut dire que toute ma vie, il faut que je mange 1 kilo? Non, parce qu'à un moment donné, tu as un besoin qui doit être comblé. Donc peut-être que ma diète de régénération à ce moment-là, elle contient énormément de viande, mais après, ça va se calmer. Et donc ça aussi, les gens, je pense il faut qu'ils fassent attention parce que des gens qui ont consommé beaucoup trop de glucides transformés, peut-être qu'un cétogène, à un moment donné, mais ça va être la solution du moment, quoi. C'est un truc qui te permet, comme tu disais, un outil fantastique. Mais après, une fois que tu as retrouvé une certaine stabilité, est-ce que c'est toujours le bon chemin ou pas, quoi? Il y a aussi ce problème-là, à mon avis, quoi. exactement. Je pense qu'il faut voir le point de départ des gens. C'est ce que je fais avec les patients. Tu sais, tu vas pas prendre la même chose quelqu'un qui est en bonne santé métabolique, qui est sportif, qui s'entraîne pour un objectif précis. Euh, Lui, ben, il n'y a pas de problème. Il peut tolérer, s'il a envie de rester sur du middle carb ou même du high carb, il peut le tolérer pour son objectif. Il pourrait aussi s'adapter et devenir performant en cétogène, mais maintenant, est-ce qu'il le veut? Est-ce qu'il veut être moins performant pendant plusieurs mois? Ça, c'est une autre question. Par contre, quelqu'un qui vient et qui est prédiabétique, qui a stocké pendant 30 ans des acides gras polyinsaturés dans son tissu gras, qui engendre des mécanismes de torpeur, d'engraissement, qui viennent faire foirer tout le métabolisme, tu ne peux pas faire la même chose. Si tu laisses cette personne sur une diète
où tu as assez peu de protéines et puis beaucoup de graisse et de sucre, ça, c'est le fiasco. C'est même dangereux pour cette personne. Et là, tu dois choisir. Soit tu pars sur du high carb, soit tu pars sur du high Exact. fat ou du low carb, on va dire, voire du cétogène. Et moi, avec toutes les infos que j'ai maintenant et puis mon expérience, je préfère partir sur du low carb, voire du cétogène avec ces gens, Hmm. pour plein de raisons, plutôt que sur du hyperglucidique. Parce que pour moi, le hyperglucidique, euh, comme je vois la chose maintenant, tu as quand même un risque de créer des dégâts au niveau cellulaire. C'est-à-dire que effectivement, tu vas hypersensibiliser la personne à l'insuline. Du Hmm. coup, le tissu musculaire, etc., va pomper le glucose de manière très rapide. Je ne suis pas vraiment sûr que c'est ce que tu veux. Tu sais, bon, on va pas prendre des exemples d'études avec des médicaments, mais d'hypersensibiliser les cellules alors qu'elles ont fondamentalement trop d'énergie et pas envie d'en recevoir plus, et de faire rentrer, de bourrer l'énergie dans les cellules comme ça, je suis pas sûr que ce soit une bonne solution. C'est pour ça que je Hmm. préfère partir avec ces gens sur du low carb temporaire, puis ensuite les sortir, puis arriver sur quelque chose de modéré. Et modéré pour moi, c'est quoi? Ben, c'est allez, à la louche, en étant hyper large, ce sera entre 30 grammes et 200 grammes de carbs par jour. Hmm. Tu vois, entre quelqu'un de très sédentaire dans un jour où il est bas et puis quelqu'un de très sportif, voire peut-être même plus que 200 s'il est vraiment très très sportif, s'il fait 6 heures de surf par jour Hmm. dans un océan à 15 degrés, quoi. Hmm. Ouais. Bah, du coup, ouais, tu parlais de performance. Du coup, ça nous permet de faire le lien avec la prochaine question. Moi, il y a une question que je pose souvent aux gens qui pratiquent le cétogène. Alors, pour l'instant, j'ai interviewé que des personnes qui pratiquent l'endurance ou l'ultra-endurance en cétogène. Aujourd'hui, je n'ai encore jamais vu un sportif d'explosivité qui est dans un sport explosif en cétogène. Je n'ai vu aucun boxeur, je n'ai vu aucun mec de sport de combat, je n'ai vu aucune personne qui fait de l'athlétisme, je n'en ai vu aucun. Alors évidemment, il y en a qui vont te sortir des mots comme des noms. Lui, il a entraîné tel kill qui a fait ça. Moi, enfin, des gens en cétogène qui font de l'endurance, j'en ai déjà rencontré. Donc, et je peux m'imaginer par rapport à l'intensité de l'effort que c'est possible. Mais moi, j'avais fait le cétogène à... Bon, je ne l'ai peut-être pas fait correctement, hein, je veux dire, c'est possible, hein, j'ai pu me tromper. Mais à l'époque, j'avais fait du cétogène il y a 2 ans et je faisais de la boxe anglaise à ce niveau-là. Et c'était pas flagrant, mais j'avais un espèce de plafond de verre que j'arrivais pas à franchir à l'entraînement. Et ça m'a vraiment marqué parce que avant, j'ai fait un passage en cétogène et avant que j'avais un peu de glucides, ben, j'avais pas ce plafond de verre. Et quand je les ai remis, j'avais plus ce plafond de verre non plus. Alors c'était vraiment subtil, hein, c'était pas beaucoup. Après, comme dit, moi je peux avoir fait une erreur. C'est possible que j'ai pas été céto-adapté, même si la céto-adaptation, je veux dire, moi aujourd'hui je mange des glucides, j'ai aucun problème à sauter un repas, j'ai pas cette faim qui me tiraille au ventre, etc. Donc je suis pas sûr que on soit pas forcément céto-adapté si on a une alimentation low carb, par exemple. Donc ça, c'est des questions que je me pose encore. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette question du cétogène, de l'explosivité dans le sport? C'est une bonne question. Je pense fondamentalement, l'être humain, il est adapté pour être de manière régulière en cétogène, déjà. Ça, c'est une chose qui est certaine. Maintenant, est-ce que c'est optimal pour la performance, comme tu dis, dans ces sports-là? Je suis pas sûr parce que là aussi, si tu vas d'un point de vue évolutionniste, est-ce que ce type de sport, ça représente le type d'effort euh, que nos ancêtres étaient amenés à faire ou à produire dans leur situation de vie et de survie pendant la préhistoire, par exemple? Ils étaient censés, on va dire, sprinter sur des courtes distances. Et là, ben, le glycogène suffit largement à ça, même chez quelqu'un qui est céto-adapté. On sait que Hmm. les gens qui sont vraiment céto-adaptés, ils régénèrent très très vite leur glycogène. Ouais. Ce qui était, enfin, on pensait que ce n'était pas le cas avant, puis il y a des études qui le montrent. Euh, et puis, sinon, l'être humain est censé probablement faire des longs efforts à basse intensité, des longues marches, Hmm. peut-être de la course à pied pour affaiblir des proies pendant des longues heures. Euh, alors, effectivement, peut-être qu'il y avait des formes de chasse qui étaient peut-être plus intenses, puis qui se rapprochaient un peu plus d'un sport de combat. Il me semble qu'il y a Georges Saint-Pierre, qui a été Ouais. interviewé par Saladino à l'époque. Je ne sais plus s'il a fait de l'animal-based low carb ou s'il avait fait du cétogène. Je ne suis plus sûr. Je sais que par contre,
il y a un mec en Angleterre qui était champion d'Europe en haltérophilie, non pas en haltérophilie, en culturisme, donc c'est encore autre chose, et Ouais, qui lui était pareil, ouais. keto. Maintenant, le truc, c'est que ça fait aussi des dizaines d'années qu'on entend dire que les glucides sont essentiels, donc tous ceux qui s'entraînent sont adaptés à brûler des glucides. Donc c'est difficile à juger. Est-ce qu'il n'y a pas des mecs qui seraient meilleurs dans ce sens-là? Hmm. Anthony Sheffi, il dit qu'il est en excellente condition en cétogène, probablement. J'ai pas la preuve, mais c'est peut-être le cas. Dans tous les cas, ça prend théoriquement plusieurs mois pour être vraiment céto-adapté à fond, tu vois. Ouais, Donc, il y a assez peu de mecs qui vont franchir le cap ouais. parce que ça sous-entend une baisse de performance et puis c'est aussi des modes de vie qui sont pas faciles à mener, j'ai envie de dire. Donc, euh, maintenant, d'avoir une adaptation cétogène, je dirais intermédiaire, comme on a nous, c'est assez vite fait, tu vois. Moi, je fais des programmes d'adaptation métabolique avec mes patients. On fait une petite phase cétogène, mais elle est courte, tu vois. C'est entre 2 et 4 semaines, suivant les gens. Ouais, Et puis, ce que tu vois, c'est que même après, sur des diètes modérées en hydrates de carbone, tu as quand même des corps cétoniques résiduels le matin. Et tu peux avoir des niveaux. Alors, certains vont dire que 0,5, c'est pas assez, tu vois. Certains visent 1,3, ça me paraît vraiment très élevé. Et des mecs comme Sean Baker, ils sont plus bas que ça en carnivore, hein. Ils sont des fois à 0,3, 0,5, 0,8. Et en fait, ils s'en foutent à combien ils sont. Et puis, je pense qu'ils ont raison. Mais c'est vrai que des fois, c'est intéressant de regarder. Et puis moi, je vois que j'ai un peu tous les matins des corps cétoniques, même si je fais un souper avec peut-être 50, 100 grammes de glucides la veille. Le matin, j'ai de nouveau des corps cétoniques qui sont là, pas à des niveaux extrêmes, mais il y en a. Donc, je peux très facilement, si je saute un repas ou deux, je suis de nouveau en cétose assez rapidement. Donc, il y a une bonne flexibilité qui peut être entretenue. Et je pense que la clé, c'est de ne pas exagérer avec un substrat ou l'autre déjà, mais c'est probablement aussi au niveau de la santé métabolique liée à ces huiles végétales et à tout ce qu'on a discuté avant. Hmm. Ok, ok. Alors, ouais, je ne peux pas te répondre vraiment précis parce que c'est vrai que moi, je ne connais pas non plus vraiment de sportifs de haut niveau. Il y en aura peut-être. Anthony Sheffi a l'air de dire qu'il y en a, mais qui garde ça comme une botte secrète. Alors bon, c'est facile de dire ça, tu vois. On verra, Ouais, peut-être qu'un jour ou l'autre, il y en a qui sortiront du lot. Euh, ouais, je pense que génétiquement, il y en a qui sont très bien adaptés pour ça. Il faut savoir que on pense aux différences génétiques entre les êtres humains, il faut penser aussi aux différences génétiques des mitochondries qui ont leur propre ADN. Et puis les mitochondries, entre elles, entre deux individus, elles peuvent avoir beaucoup de différences génétiques, beaucoup plus qu'on a entre toi et moi, tu vois. Tu peux avoir vraiment des différences massives au niveau des mitochondries, largement plus qu'entre deux êtres humains. Donc là, et c'est encore assez mal compris, donc il y a probablement une différence d'efficacité à utiliser certains substrats suivant tes mitochondries, en fait, tu vois. d'accord. Ouais, ok. Ouais. Du coup, le cétogène est-il adapté au sport explosif? Est-ce qu'à ton avis, le cétogène peut poser des problèmes? On entend parler souvent de la thyroïde, la grossesse des personnes en épuisement qui ont une dysrégulation de l'axe HPA, par exemple. Bon, j'avais Ulrich Génisson, pareil, en interview. Je lui posais la question sur la thyroïde, là, hier. Il me disait que ce qui se passe en cétogène, c'est que comme il y a souvent, il y a une meilleure micronutrition. Il y a tout un mode de vie qui vient avec aussi, il ne faut pas l'oublier. Et du coup, comme la micronutrition est meilleure et que tout est mieux, de toute façon, bah, en fait, la thyroïde, la thyroïde, elle sera en sur-régime quand tu es né sur une alimentation hyperglycidique. Et qu'en fait, quand tu viens en cétogène, un cétogène bien formulé, tu te resensibilises aux hormones thyroïdiennes et en fait, elle revient à son état de fonctionnement normal. Et du coup, ce qui expliquerait les baisses de T3, hein. Quand les gens passent en cétogène, il y a des gens qui ont des baisses d'hormones thyroïdiennes. Ça, c'est son explication. Toi, qu'est-ce que tu en penses sur ces sujets-là, la thyroïde, la grossesse, les personnes en épuisement? Le cétogène, c'est adapté pour eux ou pas? Bon, je pense que son explication, elle est possible. Maintenant, on n'en a vraiment aucune preuve de ça. Après, il y a quand même certains symptômes chez certaines personnes en cétogène qui peuvent laisser penser que c'est pas le cas. D'autres ont l'air de bien s'en sortir, mais tu as des gens qui ont des pertes de cheveux ou des diminutions de l'épaisseur des cheveux. Il y a quand même certaines choses qui laissent penser que c'est pas forcément vrai chez tout le monde, en tout cas. Euh,
Maintenant, la thyroïde, elle est influencée par beaucoup de choses, dont, typiquement les acides gras, que tu vas consommer, heu, les goitrogènes et cetera et cetera. Donc, il y a beaucoup de choses. La thyroïde, c'est compliqué. Donc c'est possible que ce soit vrai. Moi, j'ai pas de preuves contraires ou de preuves pour dire que c'est vrai ou pas. Maintenant, bah, typiquement chez une femme enceinte, on sait qu'il y a des il y a des femmes qui ont enfanté en étant cétogènes, donc ça a l'air de fonctionner. Il y a des preuves de ça. Maintenant, ce que je ferais en tout cas pas, c'est une femme qui est enceinte, de la faire passer en cétogène. Ça, c'est quelque chose que je ne ferais pas. Parce qu'il faut pas rêver, ça rajoute un stress assez important. On doit faire une transition relativement longue et je m'amuserais pas à faire ça pendant une grossesse. Mmh. Si la femme, elle veut faire sa grossesse en cétogène, il faut qu'elle se prépare bien avant, qu'elle soit vraiment céto-adaptée à ce moment-là. À mon avis, c'est quand même important parce qu'il faut quand même penser que pour un organisme, qui est habitué, à recevoir des glucides, donc une femme enceinte, si tout d'un coup elle en reçoit plus, pour le corps, c'est quand même un signe de stress Ouais. et ça peut mettre en danger, à mon avis, la grossesse. Donc c'est vraiment quelque chose que je m'amuserais pas à faire pendant une grossesse, si je suis pas enfin, si la femme n'est pas déjà vraiment déjà s'auto-adaptée. Heu, Maintenant, épuisement chronique, tout ça, tu entends de tout, en fait. Tu as des gens, ils se sentent mieux, ils ont plus d'énergie et puis tu en as, pas du tout. Donc est-ce que c'est lié à la manière de faire? Est-ce que c'est lié à des facteurs génétiques? Je pense que c'est des choses qu'on comprend encore assez mal et puis, il faut tester, en tout cas celui qui a envie de tester, c'est pas obligatoire. On peut très bien se dire: «Bon, bah, moi je reste sur une alimentation plus standard ou en low carb» ou des choses comme ça. Maintenant celui qui a envie de tester, bah, il faut, tester puis il faut donner un peu de chance à ça si vous voulez le tester. Parce que si vous testez sur 3 jours ou une semaine, c'est clair que vous ne verrez pas d'effet. Vous allez être juste, dans la phase où vous êtes pas bien. Donc il y a une phase d'adaptation, il faut au moins le tester un mois à mon avis et c'est la même chose ceux qui ont fait longtemps du cétogène puis qui te disent: «Ah mais moi dès que je remets des carbs, je suis pas bien, j'ai essayé pendant 3 jours». C'est la même chose, il faut laisser du temps à l'adaptation, pour que ça aille mieux. L'adaptation, elle se fait dans les 2 sens. Si vous êtes vraiment inflexible, métaboliquement parce que vous avez fait qu'une chose, pendant très longtemps, ça peut prendre quelques jours ou quelques semaines pour donner le tour. On entend un peu ça des 2 côtés, hein, les mecs après sont coincés dans leur diète. Mmh. On entend aussi cette histoire avec le cortisol, tu sais, le soir, comme quoi, en anglais, ils appellent ça, carb load, je sais pas, un espèce de backload, je sais plus exactement le mot qui est utilisé. C'est une recharge, en gros, de glucides le soir. Pour les gens qui ont un peu des problèmes d'anxiété et cetera, ça fonctionne assez bien. Moi, je m'en rends compte sur le terrain, hein, des gens, par exemple, qui le soir ont pas l'habitude, tu vois, on leur dit de manger léger, donc ils mangent un poisson, avec des légumes par exemple, un truc comme ça. Bah, tu leur mets une petite patate douce, tu leur mets un peu, je sais pas, ne serait-ce qu'une cuillère de miel ou un peu de riz, enfin, tu peux proposer, n'importe quoi, quelque chose de qui est digeste. Et ben, d'expérience, les gens, ils s'endorment beaucoup plus vite. Franchement, moi j'ai des retours de patients, qui mettaient 1 heure et quart pour s'endormir. Alors attention, hein, c'est peut-être un problème de rythme circadien, c'est peut-être un problème de type, enfin, ça peut être plein de choses, mais sur le terrain, j'ai de vrais résultats avec ça. Toi, qu'est-ce que tu en penses de cette recharge de glucides le soir et le lien avec le cortisol? Bah, disons que si je dois choisir de mettre des glucides sur un repas dans la journée, je les mets le soir aussi, clairement. Par rapport aussi à ça, ce qu'on voit, c'est que par rapport au cortisol, on connaît le mécanisme, hein, partiellement, c'est que si ton glycogène hépatique, il commence à descendre un peu trop bas, ça va augmenter la production de cortisol et si tu es quelqu'un qui a une mélatonine qui est pas hyper élevée, il y a un moment donné où ça te sort du sommeil et puis les gens, ils ont des insomnies derrière. Et je pense que c'est un phénomène réel, mais qui touche pas tout le monde la même chose. Le sommeil, c'est quelque chose de très individuel, mais Mmh. dans tous les cas, si tu fais un peu le tour des forums, Carni ou Seto, tu vois que c'est un problème qui est quand même très fréquent. Et souvent, on me dit que c'est pas vrai, que c'est pas vrai. Ceux qui sont très dogmatiques disent que c'est pas vrai. Mais quand tu vas sur les forums comme ça ou les groupes Facebook de ce type de diète, c'est vraiment quelque chose de répandu, les problèmes d'insomnie, liés à ces diètes. Et certains disent: «Ouais, mais c'est au début, il faut une semaine ou 2 d'adaptation». Non, il y a des mecs, ça fait 8, 10 mois, 12 mois qui sont, en céto ou en carni, qui ont toujours ces insomnies. C'est pas le cas de tout le monde, de nouveau. Il y en a chez qui ça passe très bien. Ouais. Donc là aussi, il y a des facteurs individuels. Heu, mais de nouveau, heu, fondamentalement, est-ce qu'on est fait pour avoir 0 carb ou avoir, genre 3 grammes de carb par jour, qui traînent un petit peu dans un fond de steak? Je crois pas, je crois pas. Je pense qu'on est quand même fait pour avoir
assez fréquemment plusieurs dizaines de grammes de carbs. C'est un peu ce qui est consistant avec ce qu'on peut penser au niveau de la logique évolutionniste. D'accord. Ok, ok. Intéressant. J'avais une autre question là, mais je l'ai perdue, donc c'est pas grave, peut-être qu'elle me reviendra. Du coup, on peut passer sur le carnivore. Du coup, ouais, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. C'est une diète qui fait des miracles pour certaines personnes, hein, qui ont des grosses problématiques digestives. Moi, je pense que tu vois, tu lis plein de choses, genre, hein, il a renversé son diabète avec le carnivore, il a renversé sa porosité intestinale, sa maladie auto-immune, etc. Euh, je pense il faut bien faire, il faut faire attention parce que c'est pas toujours ce qu'on ajoute qui apporte le bénéfice, c'est aussi ce qu'on enlève. Donc c'est peut-être enlever quelque chose rend- qui, euh, qui causait des dommages. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que ce qui cause des dommages à un intestin en mauvaise santé ne causera pas forcément de dommages à un intestin qui est en bonne santé. Donc c'est pas évident, il y a plusieurs paramètres. Maintenant, au niveau du carnivore, au niveau nutritionnel, moi je pense, hein, je peux me tromper encore une fois, mais je pense il y a des problèmes avec les micronutriments. J'en parlais pareil avec Ulrich Génisson hier et il me disait que il pense qu'il y a des choses, en fait, on peut pas passer à côté de ça. Tout ce qui est, si tu veux faire un carnivore, tout ce qui est abats, fruits de mer, c'est quand même nécessaire. Tu vois, par exemple, moi, je me suis noté quoi? En carnivore, la vitamine B1, elle est hyper importante pour le système nerveux, pour l'acidité gastrique. Et tu regardes dans le bœuf, c'est pas très riche en B1, quoi. Le calcium, le cuivre, le manganèse, le sodium. Moi, je me pose une vraie question aux gens qui font le carnivore et qui ont besoin de manger 10 grammes de sel par jour. Alors attention, quand tu es sportif et que tu transpires et que c'est le plein été, ok, c'est une autre question. Mais quand c'est l'hiver, tu fais pas de sport, tu es sédentaire et que tu dois t'envoyer 10 grammes de sel de Guérande, moi, ça me pose un problème personnellement. Toi, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que le carnivore, il peut être carencé ou pas du tout? Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que tu m'as dit. Heu, Déjà, je différencie, on va dire, le carnivore zéro carb, ou j'appelle ça le carnivore de supermarché. Donc le mec qui mange de la viande rassis, qui a zéro hydrate de carbone dedans. Et ça, c'est important par rapport à tout ce qui est électrolytique, justement. Et je pense que cette problématique, que tu dis, que les gens doivent manger énormément de sel, ce qui est évidemment, d'un point de vue évolutionniste, c'est un peu ridicule, ça montre qu'il y a un problème, à mon sens. Mais ce problème, il n'est pas lié à la diète carnivore en soi, il est lié à la diète carnivore de supermarché actuelle qui a zéro carb. Et je pense que si les carnivores utilisent de la viande fraîchement tuée, ce qu'on ne peut plus faire, ou vont consommer de la viande qui n'a pas été, qui n'a pas eu la rigor mortis parce qu'il fait extrêmement froid, comme au Groenland, ils n'auront pas ces problèmes. Donc du coup, pour un carnivore de supermarché moderne aujourd'hui, la solution, c'est d'ajouter des hydrates de carbone d'une autre manière, soit en mangeant un peu plus de fruits de mer, soit peut-être en consommant du lait cru, typiquement, Ouais, pour engendrer un peu cette stimulation insulinique. Alors de nouveau, ils vont dire: «Ah mais avec les protéines, ça suffit». Rappelez-vous de ce qu'on a dit avec la suppression insulinique. Moi, j'en ai pas la preuve, mais c'est des médecins qui utilisent la diète carnivore depuis longtemps qui en parlent. Donc ça, c'est un aspect par rapport à ça. Après, la diète carnivore, pour moi, c'est un outil qui est hyper intéressant comme diète d'élimination. C'est vraiment la diète d'élimination parfaite chez les gens qui ont vraiment des gros troubles, inflammatoires, auto-immuns, chroniques, ça fait vraiment des miracles, ça, c'est vrai. Par contre, c'est hyper dur à mettre en pratique pour les gens. Enfin, c'est simple, mais c'est à vivre comme ça, c'est pas évident pour beaucoup de monde dans notre société actuelle. Donc il faut ensuite, quand on a obtenu les résultats qu'on voulait, qui viennent assez rapidement sur une diète carnie, je trouve, il mm, faut savoir sortir de ça. C'est hyper important de savoir sortir de cette diète carnie. Maintenant, pour les autres carences, c'est ce que moi j'en vois. Alors, tu en as cité quelques-unes. Typiquement, la B1, ça m'inquiète pas en diète carnie. Pour la simple et bonne raison, alors bon, il y en a énormément dans le porc, mais même sans manger de porc, la B1, elle a énormément d'importance dans ce qui est utilisation du glucose comme source d'énergie, typiquement. D'accord? Et en diète carnite, tu utilises très très peu de glucose comme source d'énergie. Donc, je pense, et là, j'en ai pas la preuve, mais d'instinct, je dirais que tu as beaucoup moins besoin de vitamine B1 mm. dans une diète carnivore. Par contre, c'est clair que si à côté de ta diète carnivore, tu te tapes 2 bouteilles de rouge tous les jours, là, ça va être un sérieux problème parce qu'on sait que justement, la consommation d'alcool va augmenter énormément les besoins en vitamine B1 ou ce genre de choses. Ouais, D'accord? ouais.
ça, c'est un aspect par rapport à la B1. Les minéraux en soi, ça m'inquiète pas. Moi, j'ai fait des phases carni comme ça. J'ai fait des phases avec très peu de végétaux, très très peu de féculents, voire aucun féculent. Et c'est les phases où j'avais les meilleurs niveaux, et encore maintenant, les meilleurs niveaux de magnésium érythrocytaire, de choses comme ça. Euh, Maintenant, je pense que si tu as à la longue, sur une diète carni, cétogène, zéro carb, long terme, là, effectivement, tu peux avoir des problèmes liés à certains minéraux, dus au manque de stimulation insulinique au niveau des reins, ce que tu expliquais avant. Ça, je pense que c'est une réalité. Là aussi, j'en ai pas la preuve, mais de nouveau, c'est quelque chose qu'on voit. Tu as énormément de carnivores. Du reste, tous ces influenceurs ou médecins carnivores sur leur chaîne YouTube, ils font la promotion de Element, là, tu sais. Ouais, ouais, C'est cette Ancestral boisson à base Supplements. de magnésium, Ah, potassium ok. Ouais, et ok. sodium. Ils en vendent tous. Ils ont tous des codes d'affiliation pour ça. Et quand tu discutes un peu avec les carnivores, ils ajoutent tous énormément de sel ou d'électrolytes dans leur alimentation. Donc ça montre qu'il y a un problème. Mais je pense pas que ce soit lié aux carnis, parce que les Maasai ou les Inuits, ils ajoutaient pas des compléments alimentaires d'électrolytes, puis ils n'avaient pas accès à des grandes quantités de sel. Hmm. Mais je pense que justement, eux, ils avaient quelques dizaines de grammes de carbs, et puis ça résout le problème. Donc, si quelqu'un veut rester en carni, bah, je sais pas, buvez un ou deux verres de lait cru tous les jours, manger peut-être des fruits de mer ou manger un petit peu d'abat. Et nous, il n'y a pas besoin d'aller dans des extrêmes comme Saladino qui mangeait presque la moitié de ce qu'il mangeait, c'était des abats. Si vous restez dans quelque chose de logique, c'est-à-dire, je sais pas, les abats, ça représente quelques pourcents de la bête entière. Ouais. Et si vous en mangez deux, trois fois, quatre fois par mois, cinq fois par Hmm. mois, c'est largement suffisant à mon avis. Ouais. Peut-être que je me trompe. Par contre, de partir dans l'autre extrême, tu sais, à la Bartke ou Chefy, où les mecs, ils mangent que du ribeye, quoi. Que de l'entrecôte parisienne. C'est pas évolutionniste, ça non Ouais, plus. ça c'est dur quand même à gober, quoi. C'est très dur. Ouais, c'est quelque chose qui... Ouais, j'ai de la peine à comprendre. Alors bien sûr, c'est peut-être les morceaux les plus plaisants, c'est les morceaux les plus gras, dans leur cas, c'est ce qu'ils cherchent. Mais nos ancêtres, quand ils tuaient une bête, et je pense, logiquement, qu'ils essayaient de la manger entièrement. C'est en tout cas ce que tu vois chez les peuples encore primitifs. Ils utilisent une bête en entier, traditionnellement. Et ils commencent par manger les abats en général. Alors, dans certains peuples, il y a certains abats qui ne vont pas manger pour X raisons. Mais la plupart des peuples vont commencer par manger le foie parce qu'ils se dégradent plus vite. C'est pas qu'ils préfèrent ça, mais ils se dégradent plus vite. Donc, ils le mangent quand même. Hmm. Euh, et, et je pense que la diète carnivore, à mon avis, elle est. Moi, j'ai pas d'inquiétude par rapport aux carences nutritionnelles sur une diète carnivore si elle Hmm. est menée de manière intelligente. Parce que sinon, il y a des peuples carnivores qui auraient eu des sérieux problèmes, et c'est pas le cas. Par contre, dans ce qu'on pourrait craindre, c'est des carences peut-être éventuellement en vitamine C, euh, sur une diète carnivore de supermarché avec de la viande vraiment pas fraîche, qui est trop cuite, etc. Là, au bout d'un moment, il peut y avoir, peut-être pas aller jusqu'au scorbut, je pense pas que tu vas choper le scorbut, mais la vitamine C, tu peux avoir des signes de carence légère bien avant le scorbut. Euh, Au niveau de la peau, au niveau des cheveux, de nouveau, ce genre de choses. Il y a aussi des problèmes au niveau des folates, la vitamine B9, chez les carnivores qui ne mangent pas du tout d'abats, qui ne vont pas manger de fromage, qui ne vont pas manger d'œufs. Tu vois, il y en a, ils sont vraiment très restrictifs. Et là aussi, la plupart des fromages à pâte fleurie, comme le brie ou le camembert, il y a beaucoup de vitamine B9. Dans les œufs, tu en as pas mal aussi. Dans les abats, comme le foie, tu en as beaucoup. Donc, de nouveau, si tu construis bien ta diète, je pense qu'il n'y a aucun problème. Hmm. Mais il n'y en a pas beaucoup, je pense. Enfin, il y en a beaucoup qui la construisent pas bien, justement, aujourd'hui, parce qu'on vit dans un monde moderne où on mange pas toute la bête, où on va acheter nos aliments au supermarché, quoi. Hmm. Ouais, quand j'ai préparé mes carences, c'est vrai que moi, dans ma tête, c'était juste bœuf et rien d'autre. C'est vrai que j'ai pas pensé à faire. Parce que c'est ce que je vois en fait quand je me balade sur des groupes. Je vois les gens, ils portent leurs assiettes. Ils se font 6 chipolatas, une mode de beurre et un pot de viande hachée, une boulette de viande hachée. Et ils se disent bon appétit, je suis content. J'ai perdu 10 kilos dans 2 mois. Génial, quoi. En fait, ça aussi, le truc, c'est que la perte, souvent les gens ont l'impression parce que tu vas sur un régime et tu perds du poids, c'est forcément un régime qui est fantastique pour toi. Et ça, à mon avis, comme la perte de poids, c'est ce que recherchent 90% des gens qui vont s'orienter vers un nouveau régime, c'est quelque chose qui induit vachement en erreur, quoi. Tu as l'impression que tu Ouais. as trouvé le Graal et en fait, pas forcément, quoi.
C'est pas forcément un signe de bonne santé, hein, d'être super lean. Ouais. Si tu es très sportif, et cetera, oui, pas de problème, mais il y a des gens qui restent extrêmement secs parce qu'ils ont, par exemple, un tissu adipeux qui est complètement dysfonctionnel et qui peut pas stocker de gras. Et du coup, c'est des gens qui ont des gros problèmes cardiovasculaires parce qu'il y a énormément de glucose en circulation en permanence. Enfin, il y a des maladies génétiques à ce niveau-là qui sont très mal connues, très mal dépistées. C'est pas forcément bon signe quelqu'un qui mange énormément et qui reste maigre. Hmm. Je veux dire, l'énergie, elle va quelque part. Donc, si elle fait pas, si elle crée pas parce que l'obésité, finalement, c'est une sorte de tampon. C'est un mécanisme de stockage et indirectement de protection. Si tu n'as pas ce tampon, les dégâts, ils se font autrement, hein. Et on sait que les gens qui ont ces problèmes de dysfonction du tissu adipeux, qui sont très maigres, euh, ils ont un risque extrêmement élevé de maladie cardiaque parce qu'ils ont énormément de glycation. Enfin, ils sont quasi diabétiques en permanence sans être diabétiques, si tu veux bien. Hmm. Enfin, ils sont diabétiques, mais sans avoir le problème au niveau du pancréas. Hmm. Ouais. Ok. Écoute, à 17 h, j'ai un appel. Est-ce que tu penses qu'on a le temps de parler de la cuisson là en un quart d'heure ou on n'aura pas le temps? Ou on le garde On ça peut pour faire, une on autre fois? peut On faire peut? court. Moi, c'est pas mon gros domaine de spécialisation, hein. On peut parler de ça Ouais. rapidement. Du coup, quand on s'était eu au téléphone, voilà, moi je t'avais dit un petit peu voilà, que la cuisson, donc on avait discuté, est-ce que la cuisson, voilà, quel rôle en gros ça aurait joué dans le développement de l'être humain. Moi, c'est vrai qu'avec ma vision naturo et avec certains ouvrages et certaines influences que j'ai pu lire, la cuisson, je la regarde quand même comme une arme à double tranchant, c'est-à-dire que ça va apporter certaines choses. Et d'un autre côté, voilà, il faut quand même, moi, d'après ce que j'ai pu lire, mes recherches que j'ai pu faire, quand tu cuis, je te parle surtout de la viande, hein, je ne te parle pas des végétaux, quand tu cuis un morceau de viande, à partir du moment où tu es au-dessus de 60 ou 70 degrés, tu commences à réduire le taux de vitamines hydrosolubles et bah, ça forcément, tu as un impact sur la qualité micronutritionnelle de l'aliment. Alors, il y en a qui disent que la cuisson sublime les nutriments, j'aimerais bien savoir lesquels. Donc, moi, je le vois quand même comme un outil à double tranchant. Toi, qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais, je pense que tu as raison sur ces aspects. C'est clair, ça va diminuer en partie la teneur en nutriments. Après, ça te permet aussi de manger plus. C'est-à-dire que dans un contexte de nouveau préhistorique, si tu cuis pas ta viande, il y a des morceaux qui vont être très compliqués à manger. Il y a des viandes qui sont très coriaces, avec nos petites dents d'Homo sapiens et notre mâchoire hyper faible, c'est compliqué. Et là, peut-être tu connais le primatologue, comment il s'appelle? J'ai noté Richard Wrangham. Euh, D'après lui, pour le développement de l'espèce Homo sapiens pendant la préhistoire, si on n'avait pas cuit la viande, il aurait fallu passer 42% de notre temps à mâcher à cause de notre mâchoire et de nos dents inefficaces. Donc lui estime que la cuisson a participé en fait au développement de l'espèce humaine Hmm. dans une deuxième partie, on va dire. Par contre, ce que tu vois par rapport à ça, c'est que les premières traces de cuisson qu'on a, c'est il y a 780 000 ans chez Homo erectus. Et la première trace d'utilisation du feu, c'est il y a 1,6 ou 1,8 million d'années. Ça s'appelle la Kubifora au Kenya. Donc, ce sont des traces de foyer ou ce sont des traces de cuisson? Alors, Parce qu'on ne 780 peut 000 pas ans, être sûr que c'est de la cuisson. Si ouais, c'est non, un foyer, 780 000 ans, 780 000 ans, c'est de la cuisson. donc c'est des os qu'ils ont retrouvés 1,6, cramés, quoi. voilà, ils ont retrouvé je sais plus ce que c'était, mais des aliments qui étaient intentionnellement brûlés pendant une longue période Ok, sur un site où, voilà, visiblement, ils mangeaient, quoi. ok, Et l'utilisation du feu, par contre, c'est 1,6 à 1,8 million d'années, ce qui ne veut pas dire qu'ils l'utilisaient pour la cuisson, attention. ouais. Par contre, c'est pas parce qu'on n'a pas retrouvé de traces entre les 780 000 ans et les 1,8 million d'années qu'il n'y avait pas d'utilisation comme cuisson. Du moment où tu maîtrises le feu, tu vas assez rapidement te rendre compte que ça peut peut-être t'aider à manger certaines choses, j'ai l'impression. Mais là c'est vraiment de l'hypothèse sans fondement de ma part, d'accord? Euh, on estime qu'Homo erectus, il est sorti d'Afrique il y a 1,7 million d'années, qu'il est parti en plein air glaciaire vers le nord, et on estime qu'il devait maîtriser le feu pour ça. Euh, donc non seulement il y a des traces d'utilisation du feu, mais en plus, il avait probablement besoin de maîtriser le feu pour pouvoir accéder à des zones plus froides. Donc ça, c'est des aspects qu'il faut prendre en compte. Puis après, il y a un autre aspect que je regarde, c'est que le système digestif humain, il s'est atrophié
en continu depuis Australopithèque jusqu'à Mm. nous, Homo sapiens modernes. Et pourtant, on va dire que Homo erectus était déjà un consommateur de produits animaux, probablement cru sur une grande partie de son évolution. Mm. Mais après ça, le système digestif, il a continué à s'atrophier. Donc pourquoi il se serait atrophié alors qu'on est devenu moins carnivore, les Homo sapiens qu'Homo erectus? On considère que l'hypercarnivorisme maximum, c'était Homo erectus, puis qu'Homo sapiens était un petit peu moins carnivore. Il était hypercarnivore largement, mais quand même moins. Donc pourquoi le système digestif d'Homo sapiens se serait atrophié, aurait régressé s'il n'y avait pas eu d'utilisation régulière de la cuisson? Il faut comprendre que d'après la théorie des tissus coûteux, si tu peux réduire ton système digestif, tu peux augmenter la taille de ton cerveau. C'est ce qu'on voit dans toute l'évolution de l'être humain. Ça a commencé simplement parce qu'on a privilégié des sources biodisponibles de nutriments comme la cervelle ou la moelle osseuse, la viande, des choses comme ça avec Homo habilis. Mais ça n'explique pas la continuation de cette atrophie du système digestif qui a permis à Homo sapiens d'avoir une boîte crânienne extrêmement grande, il y a environ 100 000 ans, 80 000 ans. Je crois le pic de la taille de la boîte crânienne, du volume crânien de l'être humain, c'était il y a 80 000 ans ou 60 000 ans. Puis après, il y a Mm. cette régression assez drastique depuis cette époque où on a dû en fait introduire beaucoup de végétaux dans l'alimentation, avec des conséquences qui sont quand même ce qu'elles sont. Euh, Ce qui ne veut de nouveau pas dire que Homo sapiens et Erectus étaient des purs carnivores. C'était des hyper carnivores. On dit qu'ils avaient entre 80 et 95% de leurs aliments qui étaient d'origine animale. Mm. Ça laisse quand même une petite place à des fruits puis à certaines choses comme ça. Ok, c'est Donc maintenant, intéressant, ouais. la Ouais. cuisson, bah, ça va rendre un peu plus tendre certaines parties. Au niveau de certaines protéines, au niveau de certaines protéines de la viande, ça va les rendre plus digestes, ça va faciliter la digestion. Donc, Mm. tu vas pouvoir aussi réduire la taille de ton appareil digestif à la longue, ce qui est un avantage. En fait, tu fais ta digestion à l'extérieur de ton corps, indirectement. Par contre, il y a un prix à payer. Évidemment, tu perds un petit peu de nutriments, mais euh, d'un autre côté, tu as accès aussi à plus de quantité de nutriments, parce que tu vas manger plus facilement des plus grandes parties. Et puis, ça te permet aussi de détoxifier une partie des végétaux. Alors, ils n'en mangeaient pas beaucoup, mais on sait que la cuisson, elle permet de neutraliser certaines toxines végétales, et ça, c'était quand même un avantage. Euh, voilà un petit peu pour la cuisson. Moi, je suis aussi assez un adepte de manger de la viande crue. Je mange beaucoup, enfin, assez souvent, on fait des tartares. J'aime bien Mm. comment on appelle ça, les sashimi, Mm. du poisson fumé, des choses comme ça. Les charcuteries, elles sont crues, hein. Euh, donc, j'ai pas de problème à manger le cru, surtout s'il est d'origine animale. Mm. Après, il y a certains aliments dont je me méfie en cru, c'est typiquement le blanc d'œuf. Euh, voilà, il y a différents débats là-dessus par rapport à la L'abidine, biotine et ouais. la vidine. Ouais. Je m'en méfie. Après, bon, c'était pas forcément un aliment qui consommait beaucoup les œufs Mm. pendant la préhistoire. Enfin, ils n'avaient pas des poules, ils n'avaient pas des élevages de poules, du coup, bah, quand ils trouvaient un œuf, ça n'allait pas les tuer s'ils gobaient un œuf cru, hein, ça c'est clair. C'est clair. Ok, c'est intéressant. Moi, j'avais pas ces chiffres. C'est que sur le feu. C'est quel auteur que tu as cité? J'ai pas Alors, eu le temps de prendre le nom. euh, ça, c'est les. Bon, tu retrouves les études hein, sur Fora Kenya, Kubifora au Kenya, c'est une étude. Ça, c'est cité dans le bouquin, comment il s'appelle? Eat Like a Human de Bill Schindler, qui est un archéologue et anthropologue, et qui, lui, va citer un peu les travaux de Prangham, etc. Puis lui, il est assez à expliquer qu'en fait, l'être humain s'est autodomestiqué, et en fait, placé sa digestion à l'extérieur de son corps, ce qui lui a permis de réduire le système digestif et d'augmenter la taille du cerveau jusqu'à nous, et qu'aujourd'hui, c'est très difficile d'obtenir une nutrition suffisante. Alors, c'est clair, si aujourd'hui tu fais une diète primale moderne, tu vas chez ton boucher acheter de la viande, tu vois, du coin de bœuf coupé en lamelles, haché, etc., c'est facile, hein. Quand tu dois tuer ta bête et puis la ronger avec tes dents, c'est un petit peu plus difficile d'accéder à certaines parties de la bête. Tu n'as pas forcément accès qu'à des parties tendres. Donc, je sais pas, tu vois, j'ai quand même certaines réserves par rapport au primal, même si je pense que pratiquer intelligemment aujourd'hui, oui, à mon avis, c'est une diète qui peut très bien fonctionner. L'être humain, il a un estomac extrêmement acide, donc si tu es en bonne santé gastrique, ça ne me fait pas de souci à ce niveau-là.
Par contre, d'un point de vue évolutionniste, je suis pas sûr que ce soit. Enfin, on a peut-être une image qui est un peu erronée. Parce que de nouveau, on a des outils, on peut couper au couteau, on peut. Et ça, nos ancêtres, ils n'avaient pas forcément à un moment donné. Mm. Moi, ce que j'ai lu, par exemple, c'est dans le bouquin de Lieberman, l'histoire du corps humain. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Bon, il est vieux, s'il est de 2013. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Non, je l'ai jamais lu celui-là. Ouais, Bon, il est pas mal, hein, mais du coup, ce que j'ai lu, c'est que l'Homo erectus, c'est celui qui a développé les outils. Et du coup, qu'ils ont ouais, retrouvé les premiers outils qui lui permettaient de découper la viande et de casser les tubercules. Et c'est ça qui lui permettait de gagner beaucoup de temps au niveau de la mastication, parce que c'est sûr que moi, ça m'arrive de manger de la viande crue. Mais en fait, je me rends compte que si avec mon couteau, je coupe des tout petits morceaux, même si c'est un morceau cartilagineux, etc., je le mange sans aucun problème. Après, si tu me donnes le gros morceau et que je dois croquer dedans, ouais, là, c'est galère. Et du coup, c'est ça un petit peu le. Et je vais pas épiloguer là-dessus dans l'alimentation primale. L'idée, c'est de se servir des outils d'aujourd'hui pour sublimer les aliments de hier, mais toujours consommés crus. Donc, c'est pour ça que on conseille, par exemple, de hacher les morceaux cartilagineux à travers un hachoir à viande pour les rendre vachement plus biodisponibles. Il y a beaucoup de marinades qui sont proposées, pardon, parce que la marinade permet de prédigérer, par exemple, un ceviche de poisson, tu vas ouais, réellement venir prédigérer le truc. On sait que, par exemple, tu vois, quand tu mets de la papaïne ou de la bromélaïne, quand tu mets un morceau d'ananas sur un steak haché, que tu laisses 2 heures, 3 heures dans le frigo, tu vas revenir, ce sera véritablement pré-cuit. Et c'est là où moi j'ai des réserves. Et tu m'avais dit au téléphone, tu m'avais parlé d'une étude qui avait montré qu'en faisant mijoter certains morceaux, bah, les acides aminés se décollaient. Ça, je trouvais ça intéressant. Parce que moi, dans ma vision des choses, la cuisson n'est pas une prédigestion. Je t'avais dit au téléphone, pour moi, c'est une ouais, pyrolyse. Et peut-être qu'en fait, la conséquence de la pyrolyse détache des acides aminés. Mais pour moi, c'est pas normalement une prédigestion. Ce serait un morceau qu'on vient asperger de sucre digestif, tu vois. Et là, je serais d'accord pour dire que c'est une prédigestion. Mais ouais, la cuisson, et c'est vrai que moi j'ai lu quelques études dessus, la cuisson, il y a le problème des acrylamides, il y a le problème des amines hétérocycliques. Si tu fais cramer ça sur un barbecue, donc je me dis, c'est quand même bizarre. Au plus tu cuis une viande, au plus tu vas développer des molécules toxiques. Et donc je me dis, toi, je me pose encore des questions par rapport à tout ça. C'est pas encore hyper ouais, clair. Par contre, je te rejoins sur une chose, c'est quand tu cuis de la viande, tu peux en manger plus. Donc tu peux facilement augmenter le total calorique. Et là, je rejoins ce que disait par exemple Jean-Brice Tivan, c'est un naturopathe que j'ai déjà interviewé. Il me disait, ce qui était un avantage à l'époque n'est plus forcément un avantage aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, genre les micronutriments, chaque pièce était beaucoup plus riche en micronutriments. Donc, tu pourrais peut-être te permettre de perdre un peu de micronutriments, mais de gagner en calories. Alors qu'aujourd'hui, le problème, il est inverse. C'est que les gens, ils ont trop de calories et ils n'ont pas assez de micronutriments. Et moi, par exemple, quand je mange cru, je me rends compte que je mange peut-être 50% ou 30% de moins que si je mange cuit. Tu vois ouais. ce que je veux dire ou pas? Ah ouais, bien sûr. C'est intéressant ce que tu dis. Puis après, il y a aussi un aspect intéressant avec les acrylamides et toutes ces substances. À ma connaissance, on est l'espèce la mieux défendue contre ce type de toxines, l'être humain. C'est-à-dire que Ok. les chiens ou d'autres animaux, alors les chiens un petit peu plus, parce qu'ils ont justement eu de la viande, les animaux domestiqués, ils ont un petit peu ces moyens de défense. Mais l'être humain, il a des super défenses par rapport à ça, ce qui laisse penser qu'on cuit et qu'on brûle des viandes depuis très longtemps. Et du coup, c'est pas autant toxique pour nous que ça le serait pour d'autres animaux. Ça, c'est un D'accord. aspect. Maintenant, tu me posais la question par rapport à la digestion en mijotant, enfin, l'aspect digestif sur les peptides, sur les protéines, donc ça va les fragmenter en peptides. Ça tu retrouves des sources dans le bouquin Deep Nutrition de Katch Euh, Elle parle beaucoup de ça, et puis elle met en avant les études qui parlent de ça. Donc, si tu fais mijoter une viande assez longtemps, euh, le mécanisme d'hydratation vient en fait prédigérer, précasser les fibres protéiques, en fait, enfin les chaînes d'acides aminés. Tu te retrouves avec des acides, enfin pas des acides aminés uniques, on va dire, mais avec des Type, peptides ou ouais. avec des bouts de protéines qui sont prédigérés. Ok. C'est un peu ce qui est expliqué. Maintenant, moi, je ne fais pas mes recherches moi-même, je n'ai pas de labo, donc je ne peux pas te le confirmer, mais bon, il y a des études là-dessus, donc ça doit être le cas. Maintenant, est-ce que c'est le cas quand tu cuis une viande au barbecue? Peut-être pas, tu vois. Peut-être pas. Elle parlait spécifiquement du fait de mijoter pendant des heures. Et du reste, ça explique aussi pourquoi tu as des viandes qui sont très peu tendres
et qui sont très très bonnes une fois qu'elles sont cuites. Après, il y a un aspect que les gens ne se rendent pas compte avec la cuisson. Ceux qui sont adeptes de la diète primale, ils mangent de la viande qui a été rassie, qui est beaucoup plus tendre qu'une viande que tu mangerais, que tu viens de tuer, Hmm. ou qui a une rigor mortis qui se passe pas comme tu veux, ou l'animal qui a été stressé parce que quand tu voulais abattre un mammouth, bah, tu vois, il se défendait un petit moment, tu vois, il devait l'épuiser. Et quand tu épuises un animal, il a plus beaucoup moins de glycogène en fait, et du coup, la rigor mortis, elle peut pas se faire totalement. Donc ta viande, elle est beaucoup moins tendre. C'est de la semelle, hein. Et du coup, ça permettait probablement à nos ancêtres de pouvoir consommer des viandes qui étaient très peu tendres. Euh, Puis aujourd'hui, la plupart des bœufs que tu manges, ils ont moins d'une année, hein. C'est de la jeune vache, enfin, c'est des jeunes bœufs, c'est encore quasiment des veaux, hein. Hmm. Ils sont hyper tendres. Si tu prends de la vieille vache, on en fait des saucisses aujourd'hui, mais essaye de consommer une vache à saucisse en mode primal, Hmm. c'est-à-dire une vache qui a 5 ou 10 ans. Hmm. Bon courage. Hmm. Je te dis franchement, bon courage. C'est de la semelle, la viande, si tu la fais pas mijoter longtemps. Ok. Donc il y a tous ces aspects aussi qui sont importants, puis je pense qu'il faut les prendre en compte. Parce de nouveau, dans un contexte d'évolution, nos ancêtres, on sait qu'ils ont évolué en utilisant le feu et la cuisson, et ils avaient une boîte crânienne super développée, ils étaient visiblement en excellentes conditions physiques, ils ne mangeaient pas primal, hein. Alors maintenant, l'aspect que tu dis, il est intéressant par rapport au primal à l'heure actuelle. C'est vrai que c'est des aspects que j'avais pas pensé, pas entendu. Il y a peut-être un sens là derrière, et probablement que dans des contextes précis, ça peut être super intéressant de le faire. Mais je pense pas qu'on ait besoin d'éviter la cuisson pour être en forme. En Ce qui tout est cas, intéressant de nos noter ancêtres aussi, l'ont c'est pas que... fait. Pardon, je t'ai coupé, vas-y. Ouais, je disais que nos ancêtres, ils n'ont pas évité la cuisson, et puis ils sont devenus ce qu'ils sont devenus, et puis nous, on est leurs descendants, quoi. Bien sûr. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que toutes les populations ancestrales ont des recettes de produits animaux crus. Tu vois, Ouais, au Japon, les sashimi, les Inuits, enfin ils bouffent du sang de cheval, enfin les Mongols, enfin tout le monde mange de la viande crue. Donc tu vois, tu as l'impression aujourd'hui que quand on parle de la cuisson, que ça y est, on a découvert le feu et puis on s'est mis à faire que des barbecues comme ça. Je pense pas que ce soit si simple que ça. À mon avis, il y a toujours eu une grande part de viande crue et les êtres humains, ils avaient peut-être pas toujours le temps d'allumer un feu. Tu vois, quand ils tuaient une bête, ça forcément la viande crue, elle a fait partie de notre évolution. Et aujourd'hui, on n'en mange plus du tout. Alors voilà, pour ouais. des raisons hein, d'hygiène, les gens ont peur des bactéries, etc. et d'autres raisons. Mais à mon avis, c'est quelque chose, en tout cas moi, enfin c'est mon avis, hein, c'est quelque chose à réintégrer, ne serait-ce que des ceviches, des huîtres, tu vois, des choses comme ça qu'on a l'habitude de manger cru. À mon avis, il y a un énorme bénéfice en termes de micronutriments. Tu vois, du poisson, quand tu le cuis, tu sais que les oméga 3, c'est hyper fragile, quoi. Alors que tu manges Ouais. ça cru, tu as tout qui arrive, quoi. Donc, moi, je pense qu'il y a un vrai bénéfice à réintégrer Ah ouais, ça, quoi. je pense que tu as raison. Tu vois, j'ai un tartare de prévu ce soir, donc c'est parfait. Et tu sais que les Inuits, ils mangent par exemple de la viande qu'ils ont fait fermenter sous des Ouais, peaux de phoque. ouais. Là aussi, il y a un processus de fermentation, et ça rejoint un peu ce qu'on discutait au début. Les acides aminés sont dégradés en glucose. Ok, intéressant. Donc ça augmente aussi la teneur en glucose dans la viande, et ça la prédigère. Donc ils font ça avec des carcasses d'oiseaux, même avec de la viande de phoque. Ils mettent ça sous les peaux de phoque. Ça, Ouais. tu retrouves dans ces récits et ces études sur les expéditions canadiennes, où ils parlent de ce que faisaient les Inuits. C'est vachement intéressant de voir qu'ils faisaient fermenter la viande, que ça augmente la teneur en sucre, et derrière, que ça la prédigère aussi. Super intéressant. Bah, écoute, on arrive au bout, Christian. Je vais quand même te laisser hein, le temps pour faire ta pub, parce que c'est normal. Donc, expliquer aux gens où est-ce qu'ils peuvent te trouver, tes réseaux sociaux, ton site, qu'est-ce que tu proposes. Tu peux déballer tout ça. Super, je te remercie. Moi, mon site, c'est nutrivore.ch, les réseaux sociaux aussi, sur Instagram principalement. Après, j'ai un compte Twitter et Facebook, mais beaucoup moins actif. Et puis sinon, j'ai la chaîne YouTube Révolution Ancestrale, en un seul mot, où j'essaye de faire des petits contenus. Elle est assez récente. Quand j'ai le temps, j'essaye de produire un contenu là-dessus. Et puis sinon, bah, voilà, j'ai des patients, enfin, je prends des clients en nutrition pour tout un panel de prestations, en ligne ou sur place. Je travaille de plus en plus en ligne avec des gens un peu de tout le monde francophone qui cherchent un peu autre chose aussi. Euh, donc voilà un petit peu ce que je fais. Tu peux Voilà. parler de ta plateforme, peut-être? Ah oui, bien sûr, ouais, on a aussi développé une plateforme qui s'appelle justement Révolution Ancestrale,
.mn.co, vous la trouvez comme ça. Et c'est une plateforme qui regroupe un peu tous les gens qui veulent retrouver un peu les aspects fondamentaux et ancestraux de la santé. Il y a plusieurs thérapeutes qui sont dessus. Donc, s'il y a d'autres thérapeutes qui veulent se joindre à nous, ils sont les bienvenus. On va faire des lives de plus en plus souvent, des lives questions-réponses avec la communauté. Vous trouvez des produits artisanaux de bonne qualité, régionaux, un peu dans toutes les régions du monde francophone. On agrandit le truc. Vous avez des recettes, vous avez tout plein de choses, des forums, des sondages. Voilà, il y a de l'entraide, c'est assez sympa. Ok, super. Bah, écoute, on mettra ce sera le premier là en description si ça vous intéresse d'aller voir tout ça. J'invite tous les spectateurs à aller voir en description de la vidéo. Bah, je te remercie, Super. Christian. Merci pour le temps que tu m'as accordé. C'était super intéressant. Et puis, j'espère qu'on pourra peut-être remettre ça dans quelques temps si tu es partant. Ouais, top. Ben, merci à toi. C'est super sympa de m'avoir donné cette opportunité. Et puis, s'il y a des gens qui ça plaît ou qui veulent approfondir certains sujets qu'on a discutés, c'est volontiers qu'on peut faire un retour, quoi. Ouais. Bah, Top. dites en commentaire s'il y a des choses que vous souhaitez que Christian approfondisse. Et puis, comme ça, je pourrais lui poser j'aurai des questions pour une potentielle prochaine fois. Cool. Je te remercie et je vous dis à tous à bientôt. Salut!